Et il travaille, en ce moment, ces programmes sont liés à la cosmologie. Il a travaillé avec Jean-Pierre Luminet, notamment, sur les problèmes de topologie de l'univers chiffonné, entre autres choses, l'interprétation des cartes de WMAP. Et d'après ce qu'il m'a dit tout à l'heure à l'oreille, il revient maintenant à ses anciennes amours, c'est-à-dire l'astrophysique des hautes énergies. Oui, voilà. Rayons gamma, etc. Mais alors, ceci étant, pour le grand public, certainement vous le connaissez, en particulier, il a été très très longtemps, puisque semble-t-il tu ne l'es plus maintenant, mais chroniqueur dans Pour la science. Et on retrouve sa plume dans Ciel et Espace, enfin dans de nombreux ouvrages. En particulier, le tout petit dernier, édité aux éditions Le Pommier sur le Soleil. Si je me souviens bien, Le Soleil, notre étoile, destiné, dit-il, aux enfants. C'est vrai d'ailleurs, mais que nous prenons tous plaisir. Moi, j'ai regardé, j'ai feuilleté, j'en ai lu des passages très, très, très sympathiques. Voilà. Donc ce soir, il va nous parler de la physique avec Star Wars. Vous êtes venus si nombreux ce soir donc, pour entendre parler de physique, un peu d'astrophysique, pas mal de physique, et puis aussi de Star Wars. Donc la célèbre trilogie cinématographique, enfin maintenant qui est... plus que trilogie, puisque 2 épisodes supplémentaires sont sortis, puis un troisième, enfin un 6e finalement, est programmé prochainement. Donc, dans un film de science-fiction comme celui de Star Wars, ça pourrait être valable, ce que je raconte pour beaucoup d'autres films de science-fiction, ou même des œuvres de science-fiction, voire de la bande dessinée. On trouve des choses qui relèvent de la science, dans science-fiction il y a science, donc on trouve beaucoup de choses qui relèvent de la science et qui sont présentées comme cadre d'une aventure qui ressemble un peu, on va dire, aux Space Cowboys, enfin à un western finalement dans l'espace, en tout cas dans le cadre de Star Wars. Ce cadre scientifique, il est assez important, puisque bien sûr les protagonistes font des efforts particuliers pour utiliser quelque chose qui s'appelle la force dans le cas de Star Wars. Ils ont des sabres laser, il y a des véhicules particuliers, des vaisseaux spatiaux, on va dans l'hyperespace, on se bastonne dans l'espace, il se passe tout un tas de choses. Et c'est ces choses-là dont je vais essayer de discuter aujourd'hui à la lumière de la science. Alors, l'idée n'étant pas, comme on pourrait l'imaginer, de dire ceci est juste, ceci est faux. Bon, ça sera peut-être dit en passant, mais ce n'est pas mon but principal. Ce n'est pas la chose qui m'amuse. C'est surtout pas de relever les erreurs, à dire oui, là, dans Star Wars, ils ont fait quelque chose de bien, là, c'est pas bien. C'est pas ça le plus amusant. Le plus amusant, c'est de se servir de ce que l'on voit dans Star Wars, des événements qui sont décrits, et puis d'en prendre prétexte pour parler de physique, un peu d'astrophysique, pour parler de physique, et en fait, finalement, de faire une démarche qui va s'apparenter qui va être assez proche de celle des astrophysiciens, qui finalement, dans leur travail, observent un monde qui leur est donné a priori, qui est le monde, mettons, de l'univers, de l'espace, les étoiles, les galaxies, le fond diffus cosmologique, bref, toutes les entités physiques qui peuplent l'espace. Ils n'ont comme seul moyen d'investigation que la lumière qui leur en parvient, essentiellement la lumière. Il y aurait bien quelques particules quand même de haute énergie, il y aurait bien des neutrinos, il y aurait bien quelques ondes gravitationnelles, enfin il y en a certainement et on n'est pas encore tout à fait capable de les détecter, mais ça se fera dans le courant de l'année prochaine pour le détecteur franco-italien Virgo. Donc, essentiellement, il vient de la lumière du ciel, et avec cette seule information, il faut comprendre tout ce qui s'y passe. Donc la position est assez différente de celle d'un physicien de laboratoire, qui, lui, peut solliciter le système qu'il étudie, peut faire des expériences dessus, peut le modifier, peut changer la température, le courant électrique, peut faire ci, faire ça, modifier les conditions pour essayer de faire parler son système de manière plus agréable à ses oreilles, alors que l'astrophysicien doit se contenter de l'information qui tombe du ciel, et sa seule tâche, enfin sa tâche essentielle, c'est d'interpréter au mieux l'information qui lui tombe du ciel. Dans le cas d'un film comme Star Wars, dans le cas d'une œuvre littéraire ou dans le cas d'une bande dessinée, on a aussi une réalité qui nous est donnée a priori, qui est différente de la nôtre, pour dire le moins. Cette réalité, elle a certaines règles, et l'idée, c'est d'essayer de reconstruire les règles de cette réalité, et sans, bien sûr, pouvoir agir dessus, comme l'astrophysicien ne veut pas agir sur les étoiles ou sur les astres qu'il observe. Donc on peut imaginer qu'on est finalement, que l'écran de la télévision ou l'écran du cinéma n'est pas
un écran de cinéma ou un écran de télévision. C'est une espèce de fenêtre à travers laquelle vous voyez une réalité se jouer devant vos yeux. Vous êtes un spectateur passif essentiellement. On va voir que parfois on pourrait être actif, faire une mesure, faire quelque chose pour faire parler les images qui nous sont transmises. Et on doit découvrir, comprendre ce qui se passe derrière cet écran. Donc la démarche que j'applique finalement, elle est extrêmement proche de celle de l'astrophysicien, du chercheur en général, du scientifique en général, mais de l'astrophysicien en particulier. Alors il y aura deux types de choses qu'on peut faire quand on voit ces images se développer. C'est d'une part, qu'est-ce qu'elles évoquent pour un physicien? Autrement dit, comment est-ce qu'on peut comprendre comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui pourrait être, par exemple, c'est ça qu'on va regarder dans le premier item qui est sur la force, qu'est-ce que ça peut être, cette fameuse force dont on nous parle bien souvent dans Star Wars? Il y a d'autres choses qui sont de l'ordre de l'enquête, au même titre que les scientifiques font finalement une enquête sur la nature. Ils cherchent à comprendre comment fonctionnent les choses, quelles sont leurs tailles, leur masse, leur énergie ou d'autres propriétés particulières. Et cette enquête, elle se fait par l'investigation scientifique. Donc c'est ce qu'on fera avec le cas de l'étoile de la mort. On s'amusera à essayer de mesurer la taille de l'étoile de la mort en kilomètres, uniquement en observant des éléments qui sont donnés dans le film. On essaiera aussi de comprendre quelle énergie elle est capable de libérer, parce qu'on la voit à un moment donné détruire la planète Alderaan. Et cette destruction, évidemment, on l'imagine, consomme une énergie considérable. On peut estimer l'énergie qui a été délivrée par l'étoile de la mort et il se posera bien sûr la question de savoir d'où vient cette énergie. Donc toute une enquête sur l'étoile de la mort. Et puis ensuite, sur les véhicules, la même chose. Il y a tout un tas de véhicules. Je vais m'attarder sur un type particulier de véhicules qui sont les land speeders. Ces machins qui flottent au-dessus du sol comme en apesanteur. Mais le problème, c'est qu'ils sont sur une planète où justement il y a une pesanteur qui s'exprime. Donc il y a quelque chose qui les fait tenir en l'air sans support matériel. Donc on va étudier ça un peu. Et puis la planète Tatooine, parce que c'est une planète quand même très emblématique de Star Wars. Il y a 2 soleils. C'est quand même une planète assez amusante qui peut avoir des effets intéressants. Donc ça sera la partie astrophysique légère, ou planétologie légère. Alors, la force, eh bien, il y a une définition qui nous est donnée dans les films. Il suffit d'écouter le film. Donc évidemment, maintenant, l'a priori qu'on a maintenant, c'est tout ce qui se joue, c'est une réalité à part entière, une vraie réalité, je veux dire qu'il y a quelque chose à dire qui est cohérente, et on va essayer de prendre tous les témoignages qui nous en viennent, et puis de construire quelque chose qui, avec la physique que nous connaissons, est compréhensible. Donc la force, on nous dit, c'est un champ d'énergie créé par tous les êtres vivants. Il nous entoure, nous pénètre, il lie la galaxie tout entière. Dixit, Obi-Wan Kenobi, grand Jedi devant l'éternel. Bon, cette définition-là, si on la lit comme ça, en se disant je suis un physicien rationaliste pur et dur, on dégage ça tout de suite, ça fait un peu New Age, il faut bien reconnaître quand même. Malgré tout, il y a des mots qui sont utilisés, champ, énergie. Il lie la galaxie. Galaxie, c'est quand même un terme qui est propre à l'astrophysique aussi. Ces mots-là sont des mots de la physique. La force, c'est un mot de la physique. Et donc, on peut essayer est-ce qu'on peut essayer d'interpréter cette phrase comme physicien? Alors oui, c'est tout à fait possible. C'est un champ d'énergie. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose pour un physicien. Il y a beaucoup de choses qui sont des champs d'énergie. Un champ, ça veut dire simplement quelque chose, une quantité physique qui prend une valeur en tout point de l'espace et du temps. Ça s'appelle un champ. Bon. Alors, d'énergie, ça veut dire que ce champ, c'est de l'énergie. Par exemple, dans cette pièce, il y a un champ de température. La température en chaque point de cette pièce, à chaque instant du temps qui passe, peut être mesuré. Eh bien, il y a le champ de température de cette pièce. Et il peut être associé très facilement à un champ d'énergie cinétique microscopique, des molécules d'air qui sont dans cette pièce et qui s'agitent sous l'effet de, justement, leur température. Il lie la galaxie tout entière. C'est plus intéressant parce que quelle est la chose qui lie une galaxie? C'est la gravité. La seule force qui s'exprime aux très grandes échelles de taille, c'est la force de gravitation. Il y a 4 forces fondamentales, les 2 forces nucléaires qui s'expriment aux échelles des noyaux des atomes, à toute petite taille, 10 puissance moins 15 mètres. La force électromagnétique qui s'exprime a priori à toute échelle de distance, mais en pratique, comme il y a des charges positives et des charges négatives qui peuvent s'écranter mutuellement, la force électrostatique ne s'exprime qu'à des distances qui sont de l'ordre de quelques tailles atomiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est si facile de briser une table. Bon, pas en tapant comme ça, avec un gros marteau, on peut facilement briser les choses. Ce laser, je peux facilement le briser, je pense. Non, je peux facilement le briser parce qu'il est lié par l'énergie. La source de sa liaison, c'est l'interaction électrostatique. Les atomes interagissent avec leurs plus proches voisins, et c'est tout. Alors que potentiellement, l'interaction électrostatique a une portée infinie. Par contre, à très grande échelle de taille, comme il n'y a que des masses positives, la gravitation l'emporte sur toutes les autres forces, et c'est la gravitation qui lie les astres qui évoluent dans une galaxie. Donc là, quand on lit ça, on comprend la force, c'est la gravitation, d'ailleurs on dit bien la force de gravitation, créée par tous les êtres vivants, c'est un champ d'énergie, il n'y a pas de problème. Le champ gravitationnel
et dote les... Enfin, peut-être, on peut associer au champ gravitationnel une énergie potentielle, qui sera un champ parce que ça va être réparti dans tout l'espace. Tous les êtres vivants créent ça. En fait, toutes les choses massives créent un champ gravitationnel. Donc, si on lit la définition de Big Bang Economy, la force, c'est la force de gravitation. C'est pas très exaltant quand on a lu ça, parce qu'il se passe des choses dans les films qui sont manifestement très incompatibles avec la gravitation. Des choses qui se soulèvent par le seul jeu de la pensée ou de la concentration du Jedi. Donc, en tout cas, cette phrase-là, on peut l'interpréter l'un physicien peut l'interpréter. Il nous dit la force à la gravitation. Maintenant, quand on regarde cette manifestation, ici, on voit l'empereur en train de ratatiner Skywalker à coups de grands éclairs. La force, c'est manifestement autre chose que la gravitation. C'est tout simplement l'interaction électrostatique. Le fait que, en chargeant un objet, et d'autant plus si l'objet est pointu, on peut créer des aigrettes, des zones d'ionisation de l'air, voire des décharges complètes, c'est-à-dire des éclairs. Si vous allez au Palais de la Découverte, dans la zone électrostatique, on voit très très bien des expérimentateurs mettre des cobayes humains et volontaires sur un support qui les isole du sol, ils les chargent à 300 000 volts et la personne tend ses doigts en avant, les mains écartées, très exactement comme fait l'empereur, et on voit très nettement apparaître des aigrettes de plusieurs centimètres qui ont exactement cette couleur-là. Et oui, c'est tout simplement la couleur de l'air ionisé, qui est ionisé par le passage, sous l'effet du champ électrique généré par les charges qui sont accumulées au bout des doigts ou au bout des doigts de l'empereur. Donc si on regarde la figure du bas, c'est clair, la force, eh bien c'est la force électrostatique, et finalement l'empereur il est branché à un générateur électrostatique de quelques dizaines de millions de volts. On peut estimer ça parce qu'on sait quelle différence de potentiel il faut appliquer, sur quelle longueur, quel finalement champ électrique il faut appliquer à l'air pour l'ioniser. Ce champ, c'est à peu près 13,6 millions de volts par mètre. Là, il y a 3 mètres, il ionise sur 3 mètres, donc derrière, on ne voit pas. Alors, soit il a un câble caché, soit c'est un trucage, soit il invoque la force, c'est bien sûr ce que nous allons proposer comme explication. Il utilise un moyen qui pour nous est miraculeux, et qui lui permet de générer un champ électrique qui est de l'ordre de quelques dizaines, mettons une quarantaine de millions de volts par mètre au bout de ses doigts. Et ça suffit à ioniser l'air sur quelques mètres devant lui. Et donc, bien sûr, ça crée un passage électrique. Skywalker se prend le courant électrique qui passe là-dedans, et on peut estimer qu'effectivement, il va déguster, et ça ne va pas beaucoup l'amuser. Donc, la force, c'est maintenant l'interaction électrostatique. Et on voit que par ces deux images-là, déjà, il y a une sorte d'incohérence dans le film. On peut interpréter très facilement ces deux images, enfin, ce petit morceau de texte et cette image, et que malgré tout, on n'arrive pas à trouver une expression cohérente, parce que la force, ça peut pas être à la fois la gravitation et l'énergie électrostatique, et le champ électrostatique. Alors, on peut aussi se demander qu'est-ce qu'évoque la force pour un physicien. Avant, il y a ce petit dessin où on voit Skywalker en train de s'entraîner avec là-haut Yoda. Et sur cette image, il est évident que Skywalker utilise la force. Bien sûr, on oublie l'hypothèse d'un trucage. Ce n'est pas une hypothèse réaliste, puisque c'est une vraie réalité que nous décrivons. Pourquoi est-il évident qu'il égrit la force? Il est en équilibre, là, il ne se casse pas la figure, manifestement. Et pour être en équilibre, qu'est-ce qui se passe? Quand moi je suis en équilibre debout comme ça, j'ai mon centre de gravité qui est quelque part au milieu de mon ventre, vers le nombril, qui tombe dans ce qu'on appelle le polygone de sustentation, une sorte de rectangle qui est formé par la trace de mes pieds sur le sol. Si je me penche un peu trop en avant, je vais me casser la figure, et la même chose, si je me penche un peu trop en arrière, la même chose, et identiquement sur le côté. Pourquoi? La projection de mon centre de gravité sur le sol va sortir ce qu'on appelle de façon un peu désuète le polygone de sustentation, et quand il en sort, je tombe. C'est de la même façon, ce truc-là va tenir en équilibre, j'espère, mais il n'est pas exactement. On va prendre ça, qui va tenir en équilibre, parce qu'il a un bord plat. Ce truc-là tient en équilibre. Il suffit que je le penche un peu comme ça, et bien il va revenir. Il y a le câble là, qui m'aide un peu. Voilà, il va revenir dans sa position, parce que je ne l'ai pas assez incliné pour que la projection sur son centre de gravité sorte du rectangle sur lequel il est supporté. Si je l'incline un peu plus, ben, évidemment, il va se casser la figure. À un moment donné, la projection du centre de gravité sort de la ligne, en l'occurrence de contact, de l'objet avec la table. Et bien là, regardez sur quoi tient Skywalker, regardez où est son centre de gravité, un petit peu en haut, un petit peu à droite, parce qu'il y a Yoda qui est là-haut, le centre de gravité est là, la projection est ici, il doit se casser la figure. Il devrait se casser la figure. Il ne se casse pas la figure, bien sûr, parce qu'il utilise la force. Donc sur cette image-là, il est évident que Skywalker utilise la force. Alors qu'est-ce que ça évoque, la force? L'idée qu'il y ait quelque chose qui remplit tout l'univers et à laquelle on pourrait puiser presque infiniment pour faire des effets spéciaux, enfin des prouesses physiques. Ça évoque d'abord une chose qui maintenant est tombée en désuétude, qui est la quintessence d'Aristote, ce cinquième élément dont Aristote remplissait les cieux, en complément des 4 éléments terrestres,
qui était, selon lui, nécessaire pour former tous les événements observables sur Terre et jusqu'à la Lune, jusqu'à la sphère de la Lune, et au-delà de la Lune, dans les cieux, dans la sphère des fixes, et au-delà de la Lune, eh bien, c'était la quintessence qui était la nature de toute chose. Une quintessence qui a des propriétés tout à fait particulières, qui était incorruptible, indestructible, inaltérable, incréée, etc. Donc elle avait tout un tas de propriétés extrêmement particulières, et la physique aristotélicienne était fondée sur l'existence de ces 5 éléments, 4 pour, disons, le monde sublunaire, et un particulier, avec des vertus particulières, qui engendraient, par exemple, le mouvement circulaire uniforme des astres, etc., qui était la quintessence. Bon, la physique aristotélicienne n'existe plus, enfin n'est plus en vogue depuis à peu près le XVIIe siècle, depuis que Copernic, Galilée, Kepler et d'autres ont mis les coups de boutoir nécessaires pour éliminer cette théorie du champ de la physique acceptable. Donc la force, ça ne peut pas être la quintessence, mais ça évoque la quintessence. Ça évoque une autre chose dont les physiciens remplissaient l'espace au XIXe siècle, quand on pensait qu'il était nécessaire à la lumière d'avoir un support pour se propager. À la manière du son, on remplissait l'espace d'un éther, d'un milieu particulier, très subtil, avec des propriétés qui étaient très subtiles et qui se comparaient de cette façon-là à celle de l'éther, à celle de la quintessence. L'éther du XIXe siècle a été en vogue pendant quelques dizaines d'années, assez peu de temps, et son existence a été invalidée par la fameuse expérience de Michelson-Morley, qui a essayé de mesurer ce qu'on appelait à l'époque le vent d'éther, la vitesse relative de la Terre par rapport à l'éther, supposé comme étant le référentiel au repos absolu. L'éther aurait été un référentiel absolu et au repos, et on cherchait à mesurer le déplacement de la Terre par rapport à l'éther, par exemple en mesurant la vitesse de la lumière dans le sens où la Terre avance, et puis ensuite dans le sens où la Terre recule, c'est-à-dire en faisant la mesure où la lumière se dirige dans le même sens que le mouvement de la Terre autour du Soleil, et puis dans le sens opposé du mouvement de la Terre autour du Soleil. La vitesse de la lumière étant déjà estimée à l'ordre de 300 000 km par seconde, comme la Terre se déplace à 30 km par seconde, on s'attendait à trouver 300 030 en gros, et 299 970. On a trouvé 300 000 et 300 000. Donc d'abord, cette expérience a invalidé la théorie de l'éther, et ensuite a posé question. Parce que du coup, il y avait une vitesse, ce n'était pas l'éther qui était absolue, c'était la vitesse de la lumière, dont la valeur ne dépendait pas de l'état de mouvement de celui qui la mesure. Et ça a donné à tous les développements que l'on sait à propos de la relativité restreinte. Je ne m'étendrai pas là-dessus. 2005, c'est l'année d'Einstein. Je pense qu'ici, dans cet amphithéâtre, pendant toute l'année prochaine, ça va chauffer sur Einstein. D'ailleurs, il est plus là, Einstein. Il y avait un superbe... il n'est plus là. Il y avait un superbe Einstein en bronze dans cette pièce-là. Alors la dernière chose que ça évoque, de façon maintenant plus moderne, l'éther encore s'est sorti du champ de la physique moderne, l'énergie du vide, eh bien on va voir que l'énergie du vide a encore des propriétés qui se comparent, pour certaines en tout cas, à celles de l'éther, à celles de la quintessence. C'est quelque chose qui remplit tout l'espace, c'est quelque chose qui a une énergie, c'est quelque chose qui peut agir sur les choses et qui en même temps reste assez peu comprise, en tout cas aux grandes échelles, à l'échelle de l'astrophysique. Il y a un écart considérable entre ce que pourraient être les conséquences de l'énergie du vide aux échelles de l'astrophysique et celles que l'on comprend en laboratoire, en physique microscopique. Donc d'abord, un mot sur l'énergie du vide. C'est M. Casimir, en 1948, qui a constaté, Casimir, c'est un physicien hollandais, qui travaillait chez Philips, au laboratoire Philips, qui a constaté en 1948 que deux plaques conductrices placées dans le vide, deux plaques de cuivre par exemple, conductrices, s'attiraient l'une l'autre avec une force qui n'était pas du tout la force de gravitation. Ça tire aussi par la gravitation, mais l'intensité mesurée n'était pas compatible avec la force de gravitation, elle était bien supérieure à la force de gravitation. Elles s'attirent mutuellement. L'interprétation qui a été donnée de ce résultat, c'est qu'elle résulte c'est une force à coup de portée qui résulte des fluctuations quantiques du vide. Alors on va dire le vide qui fluctue, ça commence à être un peu bizarre, l'énergie du vide, n'en parlons pas. Il faut se mettre en tête que le vide classique, c'est on enlève toute chose d'une pièce et ce qui reste, ça s'appelle le vide. Donc j'enlève tous les corps solides, je prends ce truc, je le jette, je jette tout ce qui est solide, ça c'est facile, tout ce qui est condensé, les liquides aussi. Les gaz, je mets une pompe aspirante, et puis j'en laisse le moins possible dedans, les parois vont dégazer un peu, puis après j'appelle ça le vide. Oui, il y a des physiciens qui vont dire, oui, mais il y a aussi la lumière. Bon, alors je refroidis les parois pour que le rayonnement électromagnétique des parois soit le plus bas possible. Donc je mets des parois à 0 Kelvin, idéalement à 0 Kelvin, je fais le vide de matière à l'intérieur, et ce qui reste, ah là j'ai atteint le vide. Alors maintenant, les physiciens relativistes diront non, c'est pas tout à fait le vide, parce qu'il y a aussi le champ de gravité. Mais ça, c'est difficile à enlever, le champ de gravité. Il a une certaine énergie, c'est pas vraiment le vide. Il y a quelque chose dedans qui est la courbure de l'espace due à la présence de la matière de la boîte, et puis de toute la matière qui environne. Cette courbure-là, cette gravité-là, je ne peux pas l'enlever. Il n'y a pas d'écran à la gravité comme il y a des écrans à l'électromagnétisme, comme les cages de Faraday.
Et puis les physiciens microscopiques vous diront, ben, même si vous imaginez enlever la gravité, il restera comme des choses qui fluctuent, parce que le vide dont on parle nous en mécanique quantique, eh bien ce n'est pas le vide que vous imaginez vous en physique classique, c'est l'état de niveau d'énergie minimum. En théorie quantique des champs, le vide, ce n'est pas quelque chose dont on a tout enlevé, c'est l'état d'énergie minimum, qui n'est pas forcément nul. Et comme tout état en mécanique quantique, en vertu du principe d'Heisenberg, cet état fluctue. Il a la possibilité d'avoir une énergie qui peut être un peu plus grande, un peu plus petite, fluctuer autour de sa valeur moyenne. C'est ça, ces fameuses fluctuations du vide. Si on met dans une zone vide de matière et refroidie, si on met deux plaques conductrices parallèles, les fluctuations du vide qui sont représentées ici par des petites oscillations de différentes longueurs d'onde, ces fluctuations ne peuvent pas être quelconques entre les plaques. Le fait de mettre des plaques, ça va sélectionner certaines fluctuations et pas d'autres, de la même manière qu'une corde de guitare qui vibre va sélectionner un certain son, une certaine fréquence, qui va dépendre d'une certaine longueur d'onde qui dépend évidemment de la longueur de la corde. Donc ces fluctuations sont, le spectre des fluctuations est différent entre les plaques et à l'extérieur, et après un calcul que je ne vais pas élaborer ici, on peut se rendre compte que ça se traduit par une force attractive entre les plaques. Il y a un effet qui est similaire dans les ports, où il y a le clapot dans le bassin, les bateaux qui sont accrochés, qui sont amarrés. Ce clapot résulte des oscillations de la surface de la mer de toute longueur d'onde. Entre les bateaux, il ne peut pas y avoir n'importe quelle longueur d'onde d'oscillation. Parce qu'il faut une condition aux limites, un peu comme la corde qui vibre, doit être fixée à ses deux bouts. Elle est fixée à chaque bout de la guitare ou du violon. La fois qu'on est fixée à ses deux bouts, la condition limite, c'est ça ne bouge pas aux deux bouts. Pour le clapot, c'est pareil. La mer, c'est ça ne bouge pas sur la coque de ce bateau-ci et ça ne bouge pas non plus sur la coque de ce bateau-là. Ça impose certaines longueurs d'onde particulières qui font que le clapot est différent entre les bateaux et dans la grande mer, enfin dans le grand bassin autour des bateaux. La conséquence de ça, c'est que les bateaux ont tendance à se rapprocher tout doucettement l'un de l'autre quand ils sont amarrés dans un port. Uniquement par cet effet de sélection des oscillations de la surface de la mer entre les bateaux, qui n'est pas le même qu'à l'extérieur ou autour des bateaux. Donc cette énergie du vide, c'est quelque chose qui a été mesuré, qui est compris. La mesure qui a été faite par Casimir et puis par d'autres ensuite, qui a été bien raffinée, montre une compréhension très fine de cet effet-là. Donc l'énergie du vide, ça existe, si j'ose dire, ça a des conséquences et on les mesure. Et en même temps, si le vide a une énergie, alors il doit peser. Ça, c'est une conséquence de la relativité générale d'Einstein qui nous dit que la gravitation est la conséquence, bien sûr, de la masse, mais aussi de l'énergie. Et que la masse, la répartition de masse-énergie, va former la trame spatio-temporelle, va la déformer, va la courber selon cette répartition. Si le vide a une énergie, il doit peser et il doit avoir des conséquences dans les endroits où la gravitation s'exprime. Et quel meilleur endroit que l'univers dans toute sa splendeur, dans toute son étendue. Les galaxies s'éloignent les unes des autres, et de nous en particulier. Ça, c'est Hubble qui a montré ça en 1929, mais on a constaté il y a maintenant une dizaine d'années à peu près qu'elles s'éloignent. Les galaxies lointaines s'éloignent plus lentement que prévu. Ça a été interprété comme un ralentissement de l'expansion de l'univers, et ce ralentissement, c'est la courbe qui est ici, où en fait on voit des points de mesure avec leur barre d'erreur. Ces points de mesure correspondent chacun à une galaxie dont on a mesuré en gros la distance, symbolisée par cette chose qui s'appelle le redshift, le décalage vers le rouge, et ici quelque chose qui est l'éclat. Évidemment, quand les galaxies sont un éclat important, enfin une magnitude élevée, elles ont un éclat faible. Ici, les galaxies faibles et lointaines, ici, les galaxies proches et brillantes. Enfin, quand je dis brillantes, magnitude 20, ça reste quand même très largement inaccessible à l'œil, et même aux instruments d'amateurs performants. Donc on a mis tous ces points-là, et il y a différentes courbes ici qui sont censées ajuster au mieux les points expérimentaux. Vous voyez que la vie n'est pas si facile en physique, en astrophysique en particulier. En tout cas, la chose qui marche le moins mal, c'est cette courbe rouge. Et cette courbe rouge, avec ce petit machin, ça veut tout simplement dire que les modèles qui ajustent le mieux cette répartition des galaxies qu'on a observées, ce sont des modèles pour lesquels l'univers est en expansion accélérée. Après, la question se pose de savoir qu'est-ce qui accélère cette expansion. Il faut un moteur à cette accélération. Eh bien, le moteur à cette accélération, c'est quelque chose qu'on appelle la constante cosmologique, l'énergie noire, dark energy en anglais, d'ailleurs ça fait des rapports avec Dark Side of the Force pour Star Wars. Et cette énergie noire, eh bien, on n'en connaît pas l'interprétation. En tout cas, elle a un comportement physique qui est voisin, même plus que voisin, qui est identique à celle de l'énergie du vide. Autrement dit, par exemple, son équation d'état, eh bien, c'est la même équation d'état que l'énergie du vide. Donc on a tendance à dire, eh bien, c'est l'énergie du vide qui nous fait cette accélération d'expansion. Eh bien, si on compare la valeur que l'on mesure pour l'énergie
associée à la constante cosmologique à l'énergie du vide que nous calculent les physiciens de la physique microscopique et de la physique des particules, on obtient un des plus grands écarts de la physique jamais observé, 120 ordres de grandeur d'écart. Autrement dit, vous observez 1 et vous calculez 10 puissance 120. Vous voyez qu'il y a comme une sorte de petit problème. Donc, pour dire, je ne vais pas rentrer dans ces détails, je pense que ces points-là ont été abordés dans des conférences ici, ou le seront certainement, ils l'ont été, j'en suis tout à fait certain. Il y a un problème sur l'interprétation de cette accélération de l'expansion. Alors maintenant, on peut quand même se livrer à un calcul. Si les Jedi collectent l'énergie contenue dans la constante cosmologique, parce que ça c'est quand même là, quel effort doivent-ils faire? Eh bien, il suffit de faire le calcul. Eh bien voilà, pour se soulever, un Jedi comme moi je ne suis pas 75 kg, mais enfin un Jedi de 75 kg, Jedi de base, qui veut faire l'exploit de se soulever d'1 mètre. C'est pas très spectaculaire, ils font des choses beaucoup plus grandes. Enfin, si je me soulève devant vous d'1 mètre, et que je vous convainc qu'il n'y a pas d'astuce, je pense que je fonde une secte immédiatement, et que vous allez tout de suite cotiser des millions de dollars pour moi. Donc, un Jedi qui se soulève d'1 mètre, et qui fait 75 kg, il faut qu'il collecte l'énergie associée à la constante cosmologique dans un cube de 9 km de côté. Ça fait beaucoup, c'est pour dire que la constante cosmologique, c'est quand même pas beaucoup d'énergie, et en même temps, on comprend, du coup, si c'est ça qui se passe pour la force, ce dont je ne suis pas sûr, malheureusement, mais si c'est ça qui se passe, on comprend effectivement que les Jedi doivent se concentrer un peu avant de faire leur prouesse. Il faut collecter, pour faire un exploit qui finalement somme toute raisonnable pour les Jedi qu'on observe dans les films, il faut qu'ils collectent l'énergie donc associée à la constante cosmologique dans un cube de 9 km de côté. Donc le bilan de tout ça, c'est que je ne sais pas ce qu'est la force. Je sais j'ai des idées de ce que ça pourrait être, ce que j'ai évoqué là où ça ne pourrait pas être, mais je n'ai pas encore de conclusion définitive. Donc si vous avez des idées pertinentes, je suis évidemment preneur. Alors maintenant, on va passer au sabre laser. Évidemment, le sabre laser, d'ailleurs j'en ai un dans la main, un petit sabre laser. On ne peut pas l'éviter, on doit parler du sabre laser, parce que c'est quand même l'arme emblématique des Jedi, une arme d'honneur, hein, c'est pas comme le chevalier Bayard qui faisait abattre pendre même sur le champ, tous les hommes trouvés en possession d'une arquebuse. C'était à l'époque où la chevalerie était quand même sur son déclin, et puis de ridicules petits troupiers avec une arquebuse pouvaient dégommer les grands chevaliers à 100 mètres, à 100 pas de distance. Et donc le chevalier Bayard était éminemment ennuyé par le fait qu'il puisse se faire tuer à distance, alors que l'arme honorable, c'était bien sûr l'épée ou toutes ses variantes. Mais en tout cas, dans le cas des Jedi, on retrouve l'idée qu'on va faire un combat d'homme à homme en direct avec un sabre laser. Et ces sabres, ça ressemble effectivement à un laser, parce que c'est une espèce de machin lumineux, mais ça s'en distingue par bien des points. Et donc, en fait, on peut se convaincre assez rapidement que ça n'est pas du tout un sabre laser dont il est question. Parce que d'abord, si c'est un sabre laser, ce laser, je l'allume. D'abord, vous ne le voyez pas, même si j'éteignais les lumières. Et pourquoi vous ne le voyez pas? Parce que la lumière du laser, là, elle va où? Là-haut, au plafond. Elle va tout droit là-haut. Il n'y en a pas qui va vers vos yeux. Oh, il y en a bien un peu, parce qu'il y a un peu de poussière dans l'air. Il y a une petite particule qui va diffuser un peu de lumière. Mais si je ne fais pas d'effort, vous ne la verrez pas, cette lumière laser. Est-ce qu'il y a de la poudre de craie ici? On va faire de la poudre de craie. Je ne sais pas si on aura assez. Non, il n'y en aura pas assez. Ah ben si, je vais faire avec ça. Il faudrait un aide. Voilà, monsieur, vous allez me tenir... Ça va peut-être marcher, c'est une expérience que je tente en direct. Vous tenez le laser horizontal en visant ce monsieur. Son ventre, pas ses yeux, ni la caméra. Alors attendez, il faudrait appuyer sur le bouton pour que le faisceau soit émis. Alors après, je vais gratter avec quoi? On fait une expérience en direct, c'est toujours risqué parce que ça peut rater. Là, vous ne voyez pas le faisceau laser. Maintenant, on va faire l'expérience, regardez. Allez, excusez-moi, je vais vous envoyer de la poussière partout. Vous faites avancer la science à vos risques et périls. Voilà, vous le voyez un petit peu, ce faisceau laser là. Je ne vais pas faire plus pour ne pas empoussiérer ce monsieur et cette dame. Et vous avez vu ce faisceau, et pourquoi vous l'avez vu? Tout simplement parce qu'il y a de la poussière de craie qui est tombée dedans, les petites particules de craie ont diffusé la lumière, et cette diffusion a fait que vous avez pu voir le faisceau. Mais si j'éclaire comme ça, bien sûr, vous ne le voyez pas. Donc si cette lumière part sur les côtés, c'est assez bizarre. Il faut reconnaître que l'atmosphère dans laquelle ils se battent est très diffusante, pour le moins. Ensuite, le deuxième point, c'est que ça s'arrête ici. Moi, ce laser, quand je l'allume, regardez, il ne s'arrête pas. Si je mets ma main là, il s'arrête à ma main. Si je mets ma main, il s'arrête au plafond. Si je ne mets pas de plafond, il s'arrête jamais. Il va jusqu'au fin fond de l'univers, à la vitesse de la lumière. Un laser, ça ne s'arrête pas spontanément, il faut mettre quelque chose pour l'arrêter. Alors voilà, si on fait ça dans un vaisseau spatial avec un vrai laser qui peut découper des choses, vous battez comme ça, vous faites des mouvements forts, vous découpez le plafond, et c'est un problème. Donc ça ne peut pas être, si ce laser, il est vraiment important d'arrêter ce laser, on comprend pourquoi ça s'arrête. Ensuite, pour l'arrêter, alors on peut imaginer des choses, on peut se dire, c'est facile, j'appuie sur le bouton, bzzz, il y a un miroir qui sort, qui se met au bout, crac, il arrête, puis le miroir il renvoie la lumière dans l'autre sens, et puis voilà, je vois le faisceau. Et voilà, j'ai une petite longueur. Donc j'appuie sur le bouton, il y a un truc qui sort avec un miroir au bout. Alors le problème, c'est que le miroir, il ne tient pas tout seul en l'air.
il tient avec quelque chose. Alors il tient avec quelque chose comment? Pour les bricoleurs d'entre vous, il tient comme une scie à métaux, on va dire. Il y a un machin, voilà, il y a moi, c'est mon bras, qui est le support du miroir. Mais du coup, quand vous vous battez pour couper un impérial en deux, il faut faire un coup de ci, un coup de là. Vous ne pouvez pas faire un coup comme ci, parce qu'il y a justement le morceau de la scie à métaux qui vous gêne. Les scieurs à métaux, ceux qui utilisent des scies à métaux, savent bien qu'on ne peut pas couper des trop gros trucs avec une scie à métaux. Et que, pour, par exemple, les bricoleurs, les maquettistes, ils ont des petites scies avec des fils fins, ils ont un long machin comme ça pour justement pour faire de la découpe et pas être embêtés par le support du fil de la scie. Donc c'est pas très gênant, c'est pas très agréable. On peut imaginer encore un autre système, parce que là on voit quand même que ça a l'air plus pointu au bout que là. C'est logique, c'est une épée laser ou un sabre laser. Ça évoque quoi? Une lentille qui fait converger le faisceau lumineux. Donc on peut imaginer un faisceau lumineux de bonne taille, qui sort à travers une lentille, qui est juste posée à l'entrée de la poignée. Ça fait converger le faisceau lumineux, et le faisceau lumineux, il ne s'arrête pas pour autant. Il diverge aussi, donc il y a un problème. Mais ça, c'est des affaires de convergence du faisceau lumineux pour qu'un laser soit, disons, peu dangereux quand il sort spontanément de l'appareil, et qu'ensuite il permette de faire de la découpe, notamment dans l'industrie. On peut découper comme ça des plaques d'acier de plusieurs centimètres d'épaisseur avec des vitesses qui sont d'ordre du mètre par seconde. C'est considérable, ça veut dire que ça avance, mais très très vite, et ça découpe ça d'acier comme ça, en avançant à la vitesse à laquelle on marche. Et bien pour atteindre ça, il faut des lasers dont on a fait converger l'énergie au point focal par un système de lentilles, et qui fait que toute l'énergie du faisceau qui au début était, je ne vais pas dire anodine, je ne vous conseillerais pas de mettre la main dedans, mais qui était moins concentrée, surtout focalisée au point focal, comme on ferait d'ailleurs avec une loupe et la lumière du soleil. Donc ça pourrait être aussi une lentille qui fait cet effet-là et qui allonge le sabre, et du coup il y aurait une zone utile près du point focal et une zone moins utile à l'endroit où le faisceau est plus large. Donc il faudrait toucher son adversaire toujours au point focal. Bon, ça note pas le problème, bien sûr que ça devrait se poursuivre de l'autre côté. Et il y a un dernier problème, qui est quand même le pire, c'est que là, j'ai un sabre laser, je passe ma main, il ne s'est rien passé. Vous n'avez pas entendu dong, bing, j'ai passé ma main. La lumière, ce n'est pas évidemment quelque chose de matériel. Donc quand les sabres s'entrechoquent, on est choqué que les sabres s'entrechoquent. Ils ne peuvent pas se choquer, les lumières se traversent, les lumières, ce lampadaire ici, ce n'est pas un lampadaire, ce spot ici et ce spot-là, il s'éclaire, et j'entends pas bing au milieu de la salle quand les faisceaux lumineux se rencontrent. La lumière est immatérielle, et donc du coup, on ne peut pas imaginer que les sabres vont se choquer l'un l'autre. Il y a un dernier problème, mais vu les autres, celui-ci est pratiquement négligeable, c'est qu'on a un tout petit machin qui doit être gros comme ça ou un peu plus, et qui contient une énergie suffisante pour que le laser puisse faire des exploits considérables, ce qu'on voit dans un des épisodes. Un des Jedi plongeait son sabre laser dans une porte en acier qui évoque celle des banques, des coffres forts des banques, et il l'a fait fondre. Inutile de vous dire que l'énergie nécessaire pour ça, c'est considérable. Et quand on voit l'autonomie des téléphones portables et leur volume, qui est comparable à la poignée des sabres laser, on se dit qu'ils ont fait des progrès considérables, en tout cas, dans le compactage de l'énergie, dans le stockage de l'énergie, dans un petit volume. Alors moi, je pense que donc ce n'est pas un sabre laser. Alors bien sûr, je vous dis tout à l'heure, là j'ai pris comme un malin plaisir à démolir le sabre laser. C'est un malin plaisir, mais maintenant, quand on a fait ça, si on est sérieux, on doit proposer quelque chose. Parce que si on casse pour dire tout ça c'est pas beau, allez rendez-moi, je retourne à ma physique et je fais mon boulot et j'arrête de regarder Star Wars. Non, c'est pas le but de la chose. Maintenant il faut faire une proposition. Alors ma proposition c'est que ce soit pas un sabre laser mais un sabre plasma. Et il y a beaucoup d'avantages que ce soit un sabre plasma. D'abord un plasma qu'est-ce que c'est? C'est un gaz qu'on va dire excité essentiellement par la chaleur par exemple, ça peut être aussi par des décharges électriques et dont les électrons se sont séparés des noyaux. Pas forcément tous les électrons mais une partie des électrons. Des plasmas, on en voit couramment dans plein d'endroits. Dès qu'on voit le soleil, c'est un plasma. Dès qu'on observe un tube néon, il y a un plasma. Et dès qu'on observe un éclair, l'éclair qu'on voit tout à l'heure, l'éclair de notre ami l'empereur, enfin ami si on peut dire, eh bien c'est un plasma aussi. Donc des plasmas, il y en a partout. Et les plasmas, ils ont un avantage qui va permettre d'expliquer une première chose, c'est qu'ils ont différentes couleurs, selon d'une part leur température et selon le gaz que l'on excite. Ça permet d'expliquer pourquoi les Jedi, ils ont des sabres de toutes les couleurs. Le laser était bien aussi de ce point de vue. Il y a des lasers rouges, des lasers bleus, des lasers verts. Et bien là, pareil, des plasmas, on peut en faire de toutes les couleurs. Il faut rendre compte de tout ce qu'on observe. C'est comme toujours en physique, même les choses les plus insignifiantes, parfois même les choses les plus insignifiantes, sont sujettes à créer de gros problèmes. Donc il faut interpréter toutes les choses qu'on observe, y compris la couleur des sabres. L'avantage, alors avant de passer à cet avantage, voici ici qu'on appelle une torche à plasma. C'est quelque chose qui fait 20 cm de long, à peu près, parce que ensuite les atomes se recombinent. C'est très chaud au-dessus, mais plus suffisamment pour que le plasma émette sa lumière. Il émet la lumière dans toutes les directions, lui, au contraire du laser, qui est vraiment monodirectionnel, à la petite diffusion près. Ça, c'est une torche plasma. Ça fait 20 cm de long. Ça serait plutôt donc
pour l'instant l'effet d'une dague plus que d'un sabre. On va voir comment on peut transformer ça peut-être en sabre. Ça fait 10 000 degrés. La puissance à fournir pour alimenter ça, c'est 100 kW. Ça, ce genre de choses-là, ça permet de tester la résistance thermique des tuiles, par exemple, de la navette spatiale ou de l'ancienne navette, de l'ex-navette Hermès européenne. Ces tuiles qui doivent résister à des chocs thermiques considérables quand l'engin spatial rentre dans l'atmosphère terrestre et est chauffé à la température considérable. Pour tester la résistance de ces tuiles thermiques, de protection thermique, on utilise encore des torches plasma. Ce genre de petits joujoux, ça fait un trou d'1 mètre dans un mur de béton en quelques secondes. Hein, c'est des marteaux perforateurs encore pour les bricoleurs là. Ça fait un trou assez rapidement, des jolis trous bien ronds dans le béton. Ça fait des trous monstrueux d'1 mètre de profondeur en quelques secondes. C'est vraiment très efficace pour briser les coffres forts ou pour perforer les murs. C'est un peu cher, hein, évidemment, à l'usage, et un peu dangereux. 10 000 degrés, il faut quand même faire quelques efforts de protection. Alors, ce machin-là, on peut l'allonger maintenant, qui fait 20 cm, on peut essayer de l'allonger maintenant comme un sabre par un moyen très simple, c'est que les plasmas s'est chargé, les électrons chargés négativement ont été séparés du reste, qui est donc chargé positivement. C'est chargé, les charges sont sensibles au champ magnétique, et qui dit sensible au champ magnétique dit qu'on peut confiner, qu'on peut modeler un plasma par un champ magnétique. C'est ce qu'on observe ici, dans un tokamak, où on voit le plasma de réaction. À l'intérieur du tokamak est un tore magnétique, il y a des parois physiques, mais ce qui contient le plasma très chaud, ce sont des parois magnétiques, un champ magnétique qui a une configuration particulière. Et ce tokamak, c'est tout simplement les enceintes de réacteurs qu'on espère pouvoir utiliser pour faire de la fusion thermonucléaire contrôlée, comme par exemple le réacteur ITER, dont on entend parler récemment, et dont on va encore entendre parler, et dont il y a le réacteur JET, notamment, européen, en Angleterre, il y a le Thor Supra en France, et puis il y en a d'autres. Tokamak, c'est un mot russe, qui je crois veut justement dire chambre de réaction en forme de Thor. Alors, voilà qu'on peut confiner le plasma, on peut aussi, si on veut, alors, reste à calculer la configuration magnétique pour que ça fasse une forme de sabre, de lame, d'épée, plus qu'une forme d'une dague, enfin un peu plus courte comme celle-ci. Donc on a notre chose qui est assez longue, et il y a plein d'effets d'un coup qui deviennent assez intéressants. Enfin, il y a un effet qui devient intéressant, c'est que si on a un champ magnétique maintenant, vous avez tous essayé de prendre deux aimants et de les faire se rapprocher l'un l'autre. Et quand les polarités sont opposées, eh bien, ça se repousse. Et quand les polarités sont opposées, elles s'attirent, et quand elles sont de même signe, elles se repoussent. Donc on peut avoir tout à fait l'effet de choc de lame, tout simplement en imaginant que, mettons, les bons Jedi, ils aient des sabres polarisés comme ci, et les mauvais Jedi, ils aient des sabres polarisés comme ça. La polarisation, non, la même d'ailleurs, la même polarisation, c'est tous la même polarisation, excusez-moi. Et donc du coup, les sabres vont se choquer, en tout cas vont se repousser, et on peut avoir l'illusion d'un choc, comme un choc d'épée, dans un choc d'épée de combat de chevalier. Je ne vous cache pas qu'il y a quand même quelques inconvénients au sabre à plasma. Il y a toujours le problème de l'énergie, mais enfin ça, on n'y échappera pas. Il faut sortir une puissance en continu qui est considérable et dont on peut douter qu'elle tienne dans un petit machin, même un peu gros, pour un sabre. Il faut se rendre compte que ce bazar-là, c'est quand même donc un plasma, c'est chaud, c'est 10 000 degrés. Ne faites pas le salut officiel comme ça. Et vous battez-vous la pointe en avant, bien loin, en réalité le plus loin possible de vous. Parce que bien sûr, un gaz chaud, à 10 000 degrés rayonne de la lumière, c'est même ça qui nous a poussé vers cette hypothèse, mais il en rayonne d'autant plus qu'il est chaud. Et à 10 000 degrés, ça rayonne beaucoup. La dépendance en température, c'est comme la puissance 4e de la température. Un gaz à 10 000 degrés va rayonner 10 puissance 4 fois plus d'énergie qu'un gaz à 1000 degrés. 1000 degrés, c'est un bout de ferraille plongé dans le feu. C'est déjà pas mal, c'est brillant, c'est chauffé à blanc, c'est déjà, on n'a pas envie de rigoler avec ça. Bien, ça rayonne 10 puissance 4, 10 000 fois plus si c'est à 10 000 degrés. Ça vous donne une idée un peu de l'énergie qui va être rayonnée par ce plasma. Donc il est souhaitable de se battre la pointe en avant, toujours dirigé vers l'avant, jamais vers vous, et de ne pas faire le guignol avec votre engin. Il y a un dernier détail qui va malheureusement, mais c'est souvent le cas en physique, on a des hypothèses qui sont séduisantes jusqu'au bout, qu'on essaie de faire vivre le plus longtemps possible, et puis à un moment donné, crac, il y a un gars plus malin que vous, une fille plus malin que vous qui arrive et qui vous dit « Eh non, ton truc, ça ne peut pas marcher parce qu'il y a ce truc auquel tu n'as pas pensé, et puis c'est un truc évident. » Et le truc évident auquel j'ai pensé après avoir échafaudé ce sabre plasma, qui me paraissait tout à fait intéressant, c'est que quelqu'un comme Dark Vador, il ne peut pas accepter d'utiliser un sabre plasma, tout simplement parce que n'importe quel guignol peut lui mettre une raclée en 2 secondes. Le guignol, il suffit qu'il se soit procuré une poignée d'aimants de cuisine et qu'il les jette dans son champ magnétique. Ça va déconfigurer son champ magnétique, disons ça en termes space opéra. Ça va déconfigurer son champ magnétique, il va se prendre le plasma en pleine poire.
Donc du coup, pour battre Dark Vador, parce qu'il a besoin que le plasma reste là où il est, parce que sinon c'est plus une épée d'abord, et puis surtout c'est chaud. Donc il faut que ça reste là où c'est. Donc l'idée c'est, si vous rencontrez Dark Vador avec son sabre plasma, vous jetez beaucoup d'aimants pour mettre le bazar dans son champ magnétique de confinement, et il a toutes les chances de se prendre son sabre en pleine poire, et vous êtes relax. Donc du coup, si des ridicules minables peuvent battre Dark Vador, ce n'est pas une arme acceptable. Il faut que ce soit une arme utilisable que par les grands chefs. Donc je pense, cette fois-ci pour les arguments, disons, politiques, que ce n'est pas un sabre à plasma non plus. Et donc je n'ai pas encore, cette fois-ci, malheureusement, je n'ai pas d'hypothèse encore à vous proposer. On peut regarder, d'ailleurs, si vous allez sur Internet, vous verrez qu'il y a des officines en Amérique qui vendent des vrais sables laser, qui sont très bien faits, et qui sont en fait tout simplement des tubes néons, branchés avec une petite source d'énergie compacte, qui permet de les faire fonctionner pendant plusieurs dizaines de minutes. Et dans le noir ou comme ça, devant vous, ça fait tout à fait l'illusion d'un sabre laser, tel qu'on les voit avec les Jedi. Le seul point, bien sûr, c'est qu'il y a une paroi, la paroi du tube, et de ce point de vue-là, ça ne se compare pas. C'est pas un petit machin qu'on rentre dans sa poche une fois qu'on a fini de matraquer les impériaux. Ça reste quand même un truc qui a l'extension du sabre laser final. Mais en tout cas, sur les images qu'ils montrent sur leur site web de ces vendeurs de gadgets, ça ressemble très très bien à un sabre laser. Alors, après le sabre laser, on va faire cette enquête sur l'étoile de la mort, avec les 3 questions dont je vous parlais tout à l'heure. Quelle est sa taille ? D'où vient son énergie ? Enfin, quelle est son énergie ? De quelle énergie a-t-elle besoin, plus exactement ? Et d'où vient cette énergie ? Puisqu'on va voir que c'est assez considérable. Donc, l'étoile de la mort, la voici en construction. La deuxième étoile de la mort en construction. On peut faire une remarque amusante, c'est que dans le système solaire, il y a une étoile de la mort fossilisée, qui est le satellite Mimas. Le satellite de Saturne, regardez, ça ressemble de manière spectaculaire à l'étoile de la mort. J'espère que ce n'est pas ça. En tout cas, voilà, Mimas, voilà une échelle de taille, par exemple, 392 km de diamètre. D'ailleurs, on remarque que ce cratère-là, évidemment, est tout à fait spectaculaire sur ce satellite de Saturne. Donc, vous voyez qu'il y a une analogie de forme assez grande. L'étoile de la mort, là, cette fois-ci, ce bazar-là, c'est la zone d'émission du turbolaser, une espèce de faisceau d'énergie, de faisceau laser qui est capable d'écrabouiller des planètes. Alors, quelle est sa taille ? Alors, sa taille, voilà une réponse de physicien. C'est 1/12e de celle de la planète Endor. Endor, c'est une planète qu'on voit dans un des épisodes, dans le Retour du Jedi. Ici, on voit une projection holographique de la planète Endor avec l'étoile de la mort en construction. Dans le film, vous pouvez le revoir. Maintenant, c'est en DVD, alors c'est beaucoup mieux parce que l'étude que j'ai faite sur des cassettes vidéo, c'est un peu pénible. Maintenant, image par image, on peut voir vraiment le mouvement de tout ça. Donc ça se déplace. Et puis, on peut mesurer, je fais un arrêt sur image, je mesure. Ça s'appelle 1. Ça veut dire 1/12e. Je mesure en centimètres. Il y en a qui fait 12 cm, l'autre qui fait 1 cm. Conclusion, la réponse est l'étoile de la mort fait 1/12e de la taille de la planète Endor. Point, c'est fini. Pour un physicien, ça suffit. Il se met dans des unités particulières qui sont, pour les longueurs, la planète Endor, ça c'est l'unité de longueur, et la réponse dans cette unité-là, c'est 1/12e. Il a une réponse, c'est fini, on plie bagage. Évidemment, pour vous, je pense que cette réponse n'est pas satisfaisante. Vous aimeriez que j'exprime cette taille-là en kilomètres, par exemple, ou en toute une unité pratique, qui permet de se rendre compte vraiment de quoi elle a l'air, cette étoile de la mort. Là, on la voit par rapport à une planète dont finalement on ne sait rien. Voilà une autre image où on voit encore l'étoile de la mort devant Endor, pour dire que cette mesure-là, l'air de rien, n'est pas si facile à faire. En tout cas, cette mesure-là, je l'ai proposée à des collégiens et des lycéens. Et effectivement, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent, parce que comme dans le film, ce qu'on ne voit pas ici, l'étoile de la mort tourne autour d'Endor, je fais un arrêt sur image. À quel moment je fais l'arrêt sur image ? Certainement pas quand elle est devant l'étoile de la mort. Parce qu'il y a un effet de parallaxe qui fait que je ne vois pas à la fois l'étoile de la mort et Endor à la même distance. Et donc, quand je mesurais leur taille apparente, comme indicateur de taille de l'étoile de la mort, comparer leur taille apparente pour comparer leur taille, il faut que je les mette à la même distance. Et si l'une est devant l'autre, elles ne sont pas à la même distance. Et donc, je ne ferai pas une bonne mesure. Donc déjà, on peut commencer à discuter sur comment faire une bonne mesure 1/12e. Et bien, il faut justement, dans cette configuration-là, c'est là pour ça que je choisis cette image-là, que l'étoile de la mort soit exactement à son extension maximum, du point de vue de vous qui faites la mesure, à son extension maximum, de sorte que la distance qui vous sépare de l'étoile de la mort et la distance qui vous sépare de la planète Endor soit la même, et que vous puissiez faire votre mesure avec deux objets qui sont à la même distance pour pouvoir comparer leur taille réelle. Alors, est-ce qu'on peut améliorer ça ? La réponse est oui. La réponse est oui, en déterminant la taille d'Endor, bien sûr, et en se fondant, cette fois-ci, sur ce qu'on observe sur Endor. On observe tout un tas de choses avec lesquelles on va pouvoir jouer. Alors, dans ce jeu, il y aura quand même une part d'arbitraire, je ne vous le cache pas, mais le raisonnement va rester. D'abord, on constate que les mouvements des rebelles sur Endor sont faciles. Ils ne sont pas écrasés par une gravité monstrueuse, ils ne sont pas en train de faire des bonds extraordinaires comme c'était sur la Lune. La gravité d'Endor est une gravité à laquelle ils sont habitués.
Je fais l'hypothèse, alors c'est encore une fois ce qu'on fait souvent en physique, on part d'hypothèse et puis on déroule un raisonnement. Je fais l'hypothèse que les rebelles, ou d'ailleurs tous les êtres vivants, tous les humanoïdes, on va dire, sont des humains en réalité, et ce sont des humains donc habitués à vivre dans une gravité qui est la gravité de la Terre. 9,8 mètres par seconde au carré, une gravité terrestre. Si je fais cette hypothèse-là, et que je les vois évoluer aisément sur Endor, sans être ni écrabouillés, ni faire des bonds extraordinaires comme on voit faire ad hoc sur la Lune, ou les Dupont, ou même les cosmonautes, les astronautes côté sur la Lune, c'est que la gravité d'Endor est assez proche de celle de la Terre. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, mais en tout cas assez proche de la gravité terrestre. Pour l'instant, on ne peut pas dire grand-chose de plus. Deuxième chose, ils sont capables de respirer sur cette planète, l'air de cette planète, donc d'abord l'air est respirable, mais une deuxième chose, c'est que la pression partielle d'oxygène sur cette planète est suffisante pour qu'ils puissent s'y alimenter directement et sans respirateur. L'air de la Terre est respirable, allez respirer au sommet de l'Everest, vous allez voir la différence par rapport au niveau de la mer. La pression atmosphérique étant bien plus basse, à peu près 30% je crois, de celle du niveau de la mer, la pression atmosphérique au sommet de l'Everest étant 30% de celle du niveau de la mer, il est nécessaire, si on n'a pas d'entraînement particulier, et puis peut-être même si on a un entraînement particulier, d'avoir un respirateur, un masque à oxygène, qui vous donne suffisamment d'oxygène, parce que celui qui est contenu dans l'atmosphère est à une trop faible pression pour être utilisable par les poumons directement. Comme ils respirent sans appareil, ça veut dire que la pression atmosphérique est pour eux suffisante pour que leurs poumons puissent agir. Donc une fois de plus, ça veut dire que la gravité ne peut pas être trop petite, ne peut pas être trop grande non plus. Il y a une vie indigène sur cette planète, c'est les nounours, là, comment ils s'appellent, les Ewoks. Je suppose indigène, donc ce ne sont pas une espèce qui a été rapportée sur cette planète. S'il y a une vie indigène, c'est une vie évoluée, ça a l'air d'être des mammifères, ce sont des fourrures, ça a l'air d'être des mammifères. S'ils ont une vie évoluée à ce niveau-là, au bas mot, il faut 2 à 3 milliards d'années d'évolution pour en arriver là. Ce sont les estimations qu'on a sur la Terre, qu'on constate sur notre Terre. 2 à 3 milliards d'années, ça veut dire que la planète a été capable de retenir son atmosphère pendant ce laps de temps-là. Regardez Mars, elle n'a pas d'atmosphère, Mars. Et pourquoi elle n'a pas d'atmosphère? On va dire essentiellement parce que sa gravité est trop faible. Son atmosphère s'est évaporée spontanément et elle n'a pas été capable de la retenir. Il y a des subtilités sur la façon dont l'atmosphère est retenue, mais en gros, la gravité est trop faible. Cette planète a donc la capacité de retenir une atmosphère et ça donne une information précieuse, ce qui veut dire qu'elle est encore une fois une gravité suffisamment forte, mais qu'aussi elle a une chose importante qui est un champ magnétique, qui est important dans le rôle, qui joue un rôle de recyclage de l'atmosphère des planètes. Tous ces ingrédients-là, et puis le dernier, excusez-moi, c'est une planète forestière, alors, parce qu'on voit beaucoup de forêts dessus, c'est même le nom qu'on lui donne, la planète Endor, la planète forestière. Alors j'ai estimé que la densité moyenne d'Endor, c'est une planète qui doit être un peu moins dense que celle de la Terre. La densité de la Terre, c'est à peu près 5,5 fois la densité de l'eau. Je pense qu'Endor, mais ça c'est une part d'arbitraire qu'on pourrait lever, on pourrait prendre la même densité que la Terre. Moi j'ai choisi, parce que les arbres m'évoquent plus des choses pauvres en métaux que des choses riches en métaux, donc j'ai pris une planète moins dense que la Terre, une densité quand même de 4,5 à 5, un peu moins dense que celle que la Terre. Quand on mélange tous ces éléments-là, et qu'on les mélange avec des équations qui chacun traduisent ces choses-là, il y a un domaine de possibilités dans lequel on va faire un choix, mais qui converge vers une zone où la gravité d'Endor est plus petite que celle de la Terre et de l'ordre de 60 à 80% de celle de la Terre. Donc après, on fait un choix, parce que là, il y a la part d'arbitraire que moi j'ai fait, et quand on fait le choix que j'ai fait, c'est-à-dire de prendre que la gravité d'Endor est les 2 tiers de celle de la Terre, alors, connaissant la densité, ou imaginant la densité, on en dit que le rayon d'Endor, c'est 80% du rayon de la Terre. Et donc, un 12e du 80% du rayon de la Terre, voilà la taille de l'étoile de la mort, ce qui nous fait un rayon de 425 km, un peu plus petit que le plus gros astéroïde du système solaire, qui est l'astéroïde Cérès, qui fait 960 km de diamètre, donc 2 fois 425 de rayon, ça fait 950 de diamètre. Donc on peut déterminer l'étoile de la mort par ce raisonnement-là, qui vaut, et il y a comme une part d'arbitraire, une part d'hypothèse, bien sûr, mais encore une fois, c'est comme ça aussi fonctionne la physique. À un moment donné, il faut se lancer et se dire, bon, la constante cosmologique, c'est l'énergie du vide. Bon, ça marche pas, ok. Alors, c'est quoi? Donc on essaie, on injecte des hypothèses, on joue avec tout le formalisme et toutes les théories physiques qu'on a à sa disposition, et on voit si on aboutit à des conclusions qui sont honorables vis-à-vis des expériences ou des observations. Là, voilà ce que je propose. Moi, l'étoile de la mort, en tout cas, c'est quelques centaines de kilomètres de taille, de rayon. Ça, je suis prêt à mettre ma tête sur le billot là-dessus. 425, bon, c'est peut-être 427, hein, ou 450, ou 322. Alors, une fois qu'on a une idée de cette taille, elle va nous servir, c'est la taille de l'étoile de la mort. On sait bien que ce n'était pas très gros, mais elle va nous permettre de ensuite trancher un argument. Voici le turbolaser en action.
tous ces faisceaux qui arrivent, paf, ça part vers la planète, voici le résultat, ça explose. Ça, c'est l'arme du super méchant par essence, qui fout la trouille à toute la galaxie, et on espère qu'après, ça bronche pas dans la galaxie avec un truc pareil. On dit, tu fais ça, et ok, la planète, elle fait ça parce qu'elle n'a pas envie de se faire détruire. Alors, pour détruire une planète, qu'est-ce qu'il y a à faire? Bon, on fait ça sous forme de jeu, hein, on n'est pas là en train de vraiment détruire des planètes. Il faut fournir, quand on veut détruire une chose d'ailleurs, si vous voulez détruire cet ordinateur, ce dont Dieu me préserve, mais cet objet, voilà, Jean va encore être vert, si je veux détruire un objet, il faut que je fournisse une énergie suffisante pour le détruire, plus que son énergie de liaison. Donc si je le jette par terre, je communique une vitesse qui va donc qui se traduit finalement par une énergie cinétique. Au moment du choc, l'énergie cinétique est transmise à l'objet et un peu à la Terre, elle est répartie entre la Terre et l'objet, puis si elle est suffisante, ça le brise. Dans le cas d'une planète, il faut fournir l'énergie de liaison gravitationnelle de la planète. Ce qui fait que la planète est sphérique, c'est la gravitation, et ce qui donne sa structure, c'est encore la gravitation. L'énergie de liaison d'une planète, elle varie comme le rapport entre le carré de la masse et le rayon. Une planète 2 fois plus lourde, elle a 4 fois plus d'énergie de liaison gravitationnelle. Donc les planètes lourdes et de petite taille sont très liées. Ça vous évoque quoi? Toile à neutrons, trous noirs, les astres compacts. Une planète de grande taille et de petite masse, elle n'est pas très liée. Jupiter, d'ailleurs, proportionnellement, est pas si lié que ça. Ce n'est pas un astre qui est tellement lié, pas bien que ce soit une grosse planète. Il faut fournir l'énergie de liaison. Pour la Terre, Alderaand, quand on la voit, c'est très beau dans l'espace, elle est bleue avec des nuages, ça ressemble à la Terre. Mettons qu'Alderaand soit la Terre, énergie de liaison gravitationnelle de la Terre, 2 10 puissance 32 joules. C'est beaucoup. On peut comparer ça à différentes autres choses pour essayer d'avoir une échelle. L'humanité produit à peu près 10 puissance 20, 4 10 puissance 20 joules par an. Et que on peut mettre le bazar sur Terre, mais pas au point de la réduire en morceaux, largement en dessous de ça. Le Soleil, lui, rayonne 10 puissance 26 watts, 10 puissance 26 joules chaque seconde. Ça veut dire que à peu près en 1/1000e de seconde, le Soleil rayonne autant d'énergie que l'humanité en produit en un an. Voilà, ça vous donne un peu les échelles de hiérarchie entre l'humanité et le Soleil. Et vous voyez que 10 puissance 32 joules, ça correspond à quelque chose comme 1 million de secondes de rayonnement du Soleil. Il faut se brancher à l'énergie du Soleil, toute l'énergie du Soleil pendant 1 million de secondes, une dizaine de jours, récupérer tout ça, l'injecter dans la planète, et là, ça y est, vous l'avez détruite. Vous avez donné plus d'énergie que son énergie de liaison. C'est un effort. C'est-à-dire que le générateur de l'étoile de la mort, qui fournit cette énergie-là, il doit avoir une puissance disponible qui se compare favorablement, on espère, avec celle d'une étoile. Parce que si le générateur a mis 1 million d'années pour se recharger, le coût de l'étoile de la mort qui détruit les planètes, on peut détruire une planète par million d'années, c'est pas très violent. Enfin, c'est pas très affolant pour les populations. En tout cas, ça risque pas de faire peur à grand monde. Bon, donc si l'étoile de la mort est capable de détruire une planète tous les 10 jours, mettons, eh bien, il faut qu'il y ait un générateur qui produit une puissance comparable à celle du Soleil, déjà. Donc, dans l'étoile de la mort, 900 km de diamètre, il y a quelque chose qui produit autant d'énergie que le Soleil, qui fait beaucoup plus lourd que l'étoile de la mort, qui fait 700 000 km de rayon, 1 400 000 de diamètre. Mais le point, c'est que les méchants, dans Star Wars d'ailleurs en général, les méchants ne se contentent pas de petites choses. S'ils donnent l'énergie de liaison à la planète, qu'est-ce qui se passe? La planète, bien sûr, va se mettre en expansion. Et à quelle vitesse? La vitesse de libération. On a fourni juste assez d'énergie pour que la planète ne soit pas liée. Elle va se mettre en expansion à la vitesse de libération, celle qui est nécessaire pour qu'une fusée s'arrache, par exemple, du sol de la Terre, du sol d'Alderaand. Vitesse de libération, 11 km par seconde. Vous êtes dans votre vaisseau spatial. Vous regardez la planète Alderaand, vous appuyez sur le bouton du turbo-laser. Ça explose, 11 km par seconde. C'est super long. Vous voulez que ça soit spectaculaire, il faut que ça pète, si j'ose dire. Quand vous êtes un méchant, il faut que ça pète. Donc vous devez fournir aussi l'énergie cinétique. Le fait que la planète elle va s'étendre bien plus vite que la vitesse de libération. Et le bien plus vite, il est énorme. Avec les DVD, c'est génial. Image par image, 24 images par seconde. La taille d'Alderaand, c'est la taille de la Terre. On a 12 000 km, c'est l'échelle. 12 700 km, c'est l'échelle, ce qu'on voit sur l'écran. Une image plus tard, ça a explosé comme ça. On mesure la taille. On en connaît donc la vitesse d'expansion en faisant le rapport entre la distance parcourue et le temps qu'elle a mis pour le parcourir. Je fais ça sur plusieurs images pour avoir une sorte de moyenne. Et on arrive à se convaincre aisément que la vitesse d'expansion, ça c'est une mesure. Vous voyez que tout à l'heure je vous parlais de mesures qu'on peut faire. C'est une des rares mesures. Comme tout à l'heure, mesurer le diamètre de l'étoile de la mort en unité du rayon d'Endor, de la taille d'Endor. Là, c'est aussi une mesure qu'on peut faire. Mesurer la vitesse d'expansion de Alderaand lors de son explosion. La vitesse, c'est plutôt 10 à 15 000 km par seconde. Ce n'est pas 11 km par seconde. C'est plutôt 10 puissance 4 km par seconde. 1000 fois plus. 1000 fois plus, l'énergie cinétique, ça varie comme le carré de la vitesse. Ça veut dire qu'il faut
1 million de fois plus d'énergie en fait qu'on a estimé au départ. Si on veut vraiment faire de la pyrotechnie de galactique, de vraiment méchante. Ça fait ça, 10-38 joules. Donc là, on n'est plus le générateur de l'étoile de la mort maintenant. Ce n'est pas un soleil pour tirer un coup tous les 10 jours. C'est 1 million de soleils pour pouvoir écrabouiller une planète tous les 10 jours. Dans un volume qui est toujours le même, celui d'une sphère d'à peu près 900 km de diamètre. Donc quand on a fait ces estimations-là, on se rend compte immédiatement qu'il y a un vrai problème d'énergie là. C'est plus le coup du téléphone portable et du sabre laser. Là, cette fois-ci, on se dit, il faut l'énergie produite par quelque chose comme 1 million de soleils qui tient dans une boîte de conserve, finalement, qui est grosse comme l'étoile de la mort, donc un astéroïde. Bon, comment on peut faire ça? Ah oui, dernière question. Cette image-là, il y a très clairement un plan de symétrie dans l'explosion. Il y a cette espèce de rond de fumée. C'est beau. C'est dans les deuxièmes versions. Dans les premières versions, ça a explosé symétriquement et puis ça retombait un peu bêtement. Les effets spéciaux étant pas au point, pas si au point que ça finalement. Dans les deuxièmes versions de cet épisode-là, où on voit l'explosion d'Alderaan, ils ont refait les effets spéciaux, ils ont mis un truc, ils ont cru malin, parce que ça fait plus flashy, mais c'est assez stupide parce que si l'énergie est déposée au centre, le laser qui arrive, il va perforer la croûte terrestre, le bazar, il va déposer maintenant son énergie au centre de la planète. L'explosion sera à symétrie sphérique, et il y a le principe de Curie en physique qui vous dit que les effets ont les symétries des causes. Si les causes sont à symétrie sphérique, les effets seront à symétrie sphérique. La gravité est une force à symétrie sphérique, les planètes sont sphériques. Vous déposez votre énergie au centre d'une sphère, la sphère va exploser de manière isotrope, c'est-à-dire identiquement dans toutes les directions. Et il n'y a sûrement pas de plan de symétrie. Question, comment l'énergie a-t-elle été déposée? Donc finalement pas de façon sphérique, apparemment. Comment est-ce qu'elle a bien pu être déposée pour avoir apparaître ce plan de symétrie dans l'explosion d'Alderaan? Alors d'où vient l'énergie? Je vais d'accélérer parce que ça fait déjà 1 heure que je suis là. J'espère que je ne vous enquiquine pas trop parce que je suis parti pour encore un petit quart d'heure, si on parle de Tatooine. Donc rapidement, ça ne peut pas être la fusion thermonucléaire. Le rendement est faible, 0,7%. Il est faible, mais c'est ça qui fait quand même briller les étoiles durablement. Je n'ai pas dit c'est ça qui fait briller les étoiles. J'ai dit c'est ça qui fait briller les étoiles durablement. Pendant 4 milliards d'années, les étoiles brillent grâce aux réactions de fusion thermonucléaire. Pour faire 1 million de luminosité solaire, il faut une étoile de 60 masses solaires. Bon, ça ne tient manifestement pas dans l'étoile de la mort. Donc ce n'est pas la fusion. Alors après, il y a la chose qui fait plus science-fiction, l'antimatière. Donc l'antimatière, je mets 1 gramme de matière, 1 gramme d'antimatière en présence, annihilation parfaite, il n'y a plus que de l'énergie, 100% de rendement, et on peut estimer, alors je me suis amusé à estimer, je ne vais pas détailler ça, un ordre de grandeur honorable de la masse de l'étoile de la mort. On peut estimer qu'il faut que l'étoile de la mort s'annihile avec, que 3 fois la masse de l'étoile de la mort doit être annihilée avec son anti-étoile, l'équivalent d'antimatière. On prend tous ces morceaux-là, 3 fois l'étoile, 3 fois l'anti-étoile, clac, on met ça ensemble, boum, ça produit l'énergie, et cette énergie-là, c'est celle dont on a besoin justement. Ça fait beaucoup. L'étoile de la mort, l'estimation, c'est 1/40e de la masse de la Lune. C'est beaucoup. Il faut stocker ça, il y a des problèmes de stockage. Alors, il y a des façons de stocker des matières dans des formes compactes. Il y a des trous noirs. Il y a une façon d'utiliser les trous noirs encore plus habile. Enfin, on va voir qu'il y a quand même toujours des problèmes de toute façon. Habile, c'est d'utiliser un trou noir central en rotation. Au centre de l'étoile de la mort, il y aura un petit trou noir, petit, c'est-à-dire quelques mètres, 1 mètre de taille, en rotation rapide. Et on va récupérer l'énergie de rotation du trou noir. L'énergie cinétique de rotation du trou noir, on peut la récupérer. Comment? Alors ça, c'est pas moi qui le dis. C'est M. Penrose et M. Hawking, que vous connaissez sûrement, qui sont des grands physiciens et des grands cosmologistes, des grands physiciens théoriciens. Dans un trou noir en rotation qui est ici, dans un trou noir, d'abord, reprenons quand même un peu, en rentrant un peu dans les détails, dans un trou noir, il y a une surface particulière qui s'appelle l'horizon. En gros, c'est du bon côté de l'horizon, il y a un bon côté de l'horizon où on peut aller où on veut dans l'espace-temps, et puis il y a un mauvais côté où on reste à l'horizon, on reste à l'intérieur de l'horizon. Et cette frontière est une frontière absolue. On ne peut pas communiquer de l'un à l'autre. Si on passe, on ne revient pas. C'est ça qui va borner la taille du trou noir. Dans un trou noir en rotation, en plus de l'horizon, qui est cette surface ici, il y a une autre surface qui s'appelle la limite statique. Le trou noir, il tourne sur lui-même, il va dans sa rotation entraîner l'espace-temps dans sa rotation. Vous arrivez dans un vaisseau spatial, près du trou noir en rotation, et vous voulez lutter contre cet entraînement de l'espace-temps. Vous allez pousser vos réacteurs en sens inverse de la rotation. Si vous vous approchez trop près du trou noir, va arriver un moment où vous ne pourrez pas faire autrement que d'être entraîné, quelle que soit la puissance de votre moteur, quelles que soient les choses que vous mettiez en œuvre, vous ne pourrez pas faire autrement que d'être entraîné dans la rotation du trou noir.
La limite à partir de laquelle vous serez forcément entraîné, c'est la limite statique. On peut envoyer un projectile selon une trajectoire habilement calculée, de sorte que s'il se sépare entre l'horizon et la limite statique, un morceau va tomber sur le trou noir, l'autre morceau va être éjecté avec une énergie de ce morceau-là plus grande que ce morceau-là. On peut récupérer l'énergie d'un trou noir, et d'où vient-elle cette énergie? De l'énergie cinétique de rotation. Alors maintenant, une fois qu'on a compris ça, comment ça fonctionne l'étoile de la mort? Voici une coupe. Au centre, il y a un trou noir en rotation rapide, 3 millions de tours par seconde. Donc là, on rigole pas, on met les noms et puis on joue avec, hein, on va jusqu'au bout. J'ai pris un trou noir pas trop grand, 1 mètre de diamètre, qui fait déjà 100 fois la masse de la Terre. C'est déjà voilà, ça tient dans la pièce, mais ça rigole pas, c'est quand même un astre massif. On peut faire 10 tirs avec ça. Son énergie de rotation contient de quoi faire 10 tirs. Je pense que c'est suffisant pour 1% de la galaxie, c'est de construire une étoile de la mort régulièrement pour pouvoir faire plus de 10 tirs. Et voilà comment ça fonctionne. Dans l'étoile de la mort, on peut estimer la population de l'étoile de la mort aussi. On peut penser qu'il y a plusieurs millions d'impériaux là-dedans. Tout ça, ça mange, ça produit des déchets, et ces déchets, il faut s'en débarrasser. C'est compliqué, et triomphe de l'écologie, on remet les déchets dans des bennes, on les largue selon la trajectoire habile vers le trou noir. À un endroit précis, la benne s'ouvre et largue les déchets vers le trou noir, et la benne est éjectée avec plus d'énergie qu'elle en avait au départ. On récupère ça par un moyen grossièrement schématisé ici, où la benne tape ici, ça fait tourner ce machin, ça s'appelle un alternateur. Vous produisez l'électricité et vous chargez le bazar qui va faire le turbolaser. Voici grossièrement schématisé comment pourrait fonctionner l'étoile de la mort. Du point de vue de la physique, tous les nombres sont justes. Hein, les ordres de grandeur sont là. Du point de vue de la macrophysique, je veux dire, ça fonctionne. Bon, vous imaginez bien que je ne vais pas vous vendre cet appareillage comme un fonctionnement plausible, ou même le fonctionnement de l'étoile de la mort. Il y a même un problème, c'est qu'ici j'ai dit que ça faisait 113 masses terrestres. Ça a un champ de gravité qui est celui d'une masse de 113 masses terrestres. Et donc le champ de gravité ressenti par les impériaux dans le trou noir, évidemment, est tout à fait considérable. Et donc il faut se protéger de la gravité du trou noir. Alors j'avais fait une première tentative où j'avais mis un trou noir de 1 masse terrestre pour que la gravité soit justement une gravité à l'intérieur de l'étoile de la mort. Le problème, c'est qu'avec un trou noir d'une gravité terrestre, il va s'évaporer trop vite et bon, on n'aura pas le temps, enfin bref, ça va pas être bien pour d'autres raisons. Donc j'en ai pris un peu plus gros, mais du coup, il y a l'inconvénient que le champ de gravité créé par le trou noir va être trop intense. Alors, j'ai encore 2 points. Ah oui, donc je suis vraiment en retard, j'ai vraiment été lent. Sur les véhicules, plusieurs types de véhicules. Bon, je ne parle pas de ces deux-là, il y a des choses extrêmement intéressantes à en dire. Je n'avais pas prévu de toute façon d'en parler, mais même, je n'en donnerai même pas de mots. Les choses plus marrantes, c'est ça, les barges, landspeeder, les machins qui flottent au-dessus du sol. Voilà Skywalker à fond sur Tatooine. Il n'y a rien qui tient le landspeeder au-dessus du sol. Alors ça évoque quoi? Peut-être un overcraft. L'overcraft, c'est des jupes. Il n'y a pas de jupe ici, mais c'est un peu le même genre de latitude, hein. C'est le même principe. Le machin, il flotte au-dessus du sol. Vous soufflez dessus et ça part. Donc, pour souffler, au lieu de souffler, on met un machin qui tourne, ça s'appelle une hélice, et hop, ça vous repousse à l'avant. Ou un réacteur. Eux, ils ont plutôt un réacteur. Là, ils ont une hélice, et vous avancez. Extrêmement pratique, pas de frottement sur le sol. Vous consommez beaucoup moins d'énergie, il n'y a que les frottements aérodynamiques. Ce n'est pas un coussin d'air, manifestement, parce que lui, ils ont des jupes. Est-ce que ça peut être ça? Alors ça, c'est une grenouille, mais le principe qui est là montré, c'est la lévitation magnétique. Cette grenouille, regardez, elle flotte en l'air, elle est vivante, hein. Elle flotte en l'air, dans l'entrefer d'un aimant extrêmement puissant, ce qu'on appelle la lévitation magnétique, même diamagnétique, où on pourrait mettre un être humain, ça ne lui poserait pas de soucis particuliers, enfin, il ne faudrait pas qu'il ait pacemaker ou de carte bleue dans sa poche. On pourrait le mettre, simplement, il faudrait des champs extrêmement intenses, en fait, plus exactement, des champs dont les variations sur l'espace sont extrêmement rapides. Et la grenouille, elle tient là, sans aucun problème, elle a tenu plusieurs secondes. Je vous conseille d'aller voir sur ce site-là, il y a plein de petits films qui tournent, c'est assez rigolo. Est-ce que ça pourrait être de la lévitation magnétique, un peu comme les maglev, ces trains à lévitation magnétique japonais, où le train est sustenté sur des rails, encore une fois par des principes de répulsion électromagnétique, et le train peut se déplacer sans toucher le support qui le guide. Le problème, c'est que le train, il faut construire les rails. Là, il n'a pas construit de rails, Skywalker. Il est à fond les bananes dans le désert. Il n'est pas en train de suivre des rails. Donc, ce n'est pas tout à fait non plus la lévitation magnétique. Ça peut être une dernière chose, parce qu'il faut quand même y venir. Ça évoque quand même furieusement l'antigravité. L'idée qu'on peut faire un écran à la gravité, ou qu'on peut créer un champ gravitationnel autrement qu'en apportant de la masse. Alors, il y a une analogie extrêmement intéressante qu'on peut garder au niveau de la physique classique et qui est confirmée dans ses plus grandes lignes, mais pas tout à fait, par la relativité générale d'Einstein. L'essentiel des résultats sont bons
à des facteurs numériques 2 ou 4 près, mais l'essentiel des résultats sont bons. On sait quand un champ électrique est créé qu'un champ électrique va être équivalent, enfin, on va dire formellement équivalent à un champ gravitationnel. Ils sont créés l'un par des charges électriques, l'autre par des charges gravitationnelles, qu'on appelle des masses, et ils sont formellement identiques. Ça veut dire qu'ils dépendent, comme l'inverse du carré de la distance, par exemple, et du produit des charges, ou du produit des masses. Le champ électrique et le champ gravitationnel sont formellement identiques. Il y a, dans le cas de l'électromagnétisme, un champ magnétique. Essayons de construire l'analogue gravitationnel du champ magnétique. On appellera le champ gravito-magnétique. Le champ magnétique qui résulte de quoi? D'un déplacement de charge dans un fil. Vous prenez un câble électrique, vous faites passer des électrons dedans, vous appuyez sur l'interrupteur, ce fil, les électrons passent dedans, vous mettez une boussole près de ce fil, la boussole va être déviée par le champ magnétique relativement faible créé par le passage d'électrons dans le fil. Un champ magnétique est causé par un déplacement de charge. Un champ gravitomagnétique va donc être créé par un déplacement de masse. De l'eau qui coule dans un robinet, ça crée un champ gravitomagnétique. Extraordinairement faible, mais ça en crée un. Quand moi je me déplace ici, je crée un champ gravitomagnétique. Quand la Terre tourne, elle crée un champ gravitomagnétique qui a pour effet de faire déplacer le plan d'orbite des satellites. C'est ce qu'on appelle l'effet lens steering, qui a été observé récemment, confirmé récemment par le satellite, par le réseau de satellites, la GEOS. Il y a eu un article dans Nature il y a 10 jours. Je ne sais pas si les journaux quotidiens en ont parlé, mais ça a été vérifié encore expérimentalement. Donc le champ gravitomagnétique, il a une réalité expérimentale, et il a une présomption théorique. Alors, comment créer maintenant un champ gravitationnel autrement que par de la matière? J'apporte de la matière, ça crée un champ gravitationnel. Eh bien, on peut faire ce qu'on appelle en électromagnétisme de l'induction. Quand vous êtes sur des plaques à induction, il n'y a pas des charges sous votre plaque pour créer le champ électrique qui va chauffer le fond de la casserole et donc vos aliments. Vous faites déplacer des électrons dans des fils électriques et vous faites déplacer les électrons de sorte que leur mouvement dépende du temps. Ça va créer un champ magnétique qui dépend du temps. Ce champ magnétique qui dépend du temps va créer un champ électrique qui dépend du temps. Ça, c'est une conséquence de la théorie électromagnétique. Et ce champ électrique qui dépend du temps va agiter les électrons de votre casserole. Ça va faire quoi? Agiter les électrons. Agiter quoi que ce soit, d'ailleurs, ça chauffe. Ça va chauffer le fond de votre casserole. Et bien là, on va faire la même chose. On va faire circuler de la matière avec une vitesse qui dépend du temps, c'est-à-dire on va accélérer de la matière dans des tubes, de sorte que ça crée un champ gravitomagnétique qui va induire un champ gravitationnel qui va être en sens opposé à la gravité terrestre. Démonstration. Voilà. Vous prenez un solénoïde, un tube enroulé comme ça, avec de la matière qui circule le long du solénoïde, comme ça, le long des flèches qui sont ici. Ça va créer un champ gravitomagnétique comme ça, et un champ gravitationnel comme ça. Vous prenez ça, vous appuyez sur le bouton pour que ça circule de façon accélérée, et vous décollez du sol. Encore une fois, il y a un problème. Chaque fois, il y a un problème, malheureusement. Il faut faire un gros effort pour que ça fasse un champ gravitationnel égal à celui de la Terre. Il faut de la matière dont la densité est voisine de la matière nucléaire, 10 puissance 18 kg par mètre cube. La matière ordinaire, hein, c'est quelques milliers de kilogrammes par mètre cube. L'eau, c'est 1000 kg par mètre cube. Et il faut qu'elle soit accélérée à 10 puissance 11 mètres par seconde au carré. Cette accélération-là, vous atteignez la vitesse de la lumière en 3 millièmes de seconde. D'accord ? Après, bien sûr, avant même, il va se passer des choses bien plus subtiles avant qu'on atteigne cette vitesse-là de toute façon. Ça veut dire que si vous avez été capable de construire ce bazar-là à grands frais, parce que je vous rappelle que sur la bordure extérieure, le kilo de matière nucléaire est extrêmement cher, vous appuyez sur le bouton pour décoller et avancer. Au bout de 3 millièmes de seconde, c'est fini, votre truc, il se passe un truc et vous avez atteint les de la lumière, il se passe des catastrophes. Enfin, vous retombez dans le meilleur des cas, vous explosez dans le pire. Donc, si c'est pensable, encore une fois, c'est pensable, tout ça, c'est fait dans un cadre classique, mais on peut traiter le problème de manière complètement correcte dans le cadre de la relativité générale. Si c'est pensable, ça reste quand même pour le moins difficile, très difficile à réaliser. Alors pour finir, vraiment pour finir en 4 minutes, sur la planète Tatooine, la voici, cette planète, enfin la surface, on voit Skywalker en train d'observer ce romantique coucher de double soleil, quand même assez spectaculaire. Ces soleils, finalement, ils ont l'air assez voisins d'une autre, ils ont l'air jaune pour l'un et orange pour l'autre, mais enfin ça c'est normal. Le soleil que nous avons sur la Terre, il est orangé quand il se couche. Ça c'est dû à l'absorption, ou plutôt à la diffusion de les couleurs bleues par l'atmosphère. Il ne reste plus que la couleur rouge qui nous parvient quand la lumière solaire traverse une grande épaisseur d'atmosphère.
2 soleils, est-ce que c'est possible? Oui, il y a pratiquement 60% des étoiles vivent en couple, vivent, si je puis dire, sont en couple dans notre galaxie. Donc c'est très fréquent, les étoiles doubles. Le point, c'est est-ce qu'il peut y avoir une étoile qui orbite autour de ces 2 soleils? Certainement, pas qu'une étoile, excusez-moi, qu'une planète orbite autour de ces 2 soleils, certainement. Le problème, c'est de voir où va être son orbite, de quelle façon doit se placer pour qu'il se passe des choses pas trop désagréables. Parce que 2 soleils, on dit, il va faire chaud. D'ailleurs, il fait chaud sur Tatooine, c'est une planète désertique. Alors, pour déterminer l'orbite de Tatooine, on peut faire des observations encore ici. On constate d'abord que l'écartement des 2 soleils qu'on observe ici n'est pas très grand. C'est à peu près 3 à 4 fois leur diamètre apparent. Si ces étoiles sont des soleils comme le nôtre, qui se comparent, la même masse, la même luminosité, faisons cette hypothèse, ça veut dire que la taille ici, c'est environ ça va être quelques degrés apparents dans le ciel, et la taille réelle de ça, c'est 1 400 000 km. C'est quelques degrés dans le ciel. Donc on voit les 2 soleils dans cette configuration-là. Et ensuite, on voit qu'ils ont encore une forme sphérique, ou quasi sphérique, à la comment on appelle ça, à la réfraction atmosphérique près. Ils ont des formes sphériques. Autrement dit, si 2 soleils étaient proches l'un de l'autre, les effets de marée de l'un sur l'autre devraient les déformer. D'autant plus que ces forces de marée sont importantes, donc d'autant plus quoi que les soleils sont massifs, et surtout qu'ils sont proches l'un de l'autre. Si on prend 2 soleils comme le nôtre, il faut qu'ils soient séparés d'au moins une bonne cinquantaine de millions de kilomètres pour qu'à la distance de la Terre, par exemple, on ne voit pas la déformation consécutive aux effets de marée d'un soleil sur l'autre soleil. Donc on sait déjà qu'ils sont distants l'un de l'autre de quelques dizaines, ou bas mot, de quelques dizaines de millions de kilomètres. Alors, dans un système binaire, voici les orbites possibles. La première étoile, la deuxième étoile, il y a des points particuliers qui sont L1, L2 et L3, L4 et L5. Ces points-là sont des points dits de Lagrange, sont des points d'équilibre entre l'attraction du Soleil, enfin l'attraction de la première étoile, l'attraction de la deuxième étoile et la force centrifuge. À ces endroits-là, les positions sont des positions d'équilibre. Autrement dit, si je mets quelque chose à cet endroit-là, si je le mets très exactement à l'endroit décidé, il va y rester. Simplement, il y a 3 positions d'équilibre qui sont des positions d'équilibre instables. Autrement dit, si on n'est pas exactement ou si à la moindre petite perturbation, ils vont s'en écarter indéfiniment. Et il y a 2 positions d'équilibre stables. Si on y met quelque chose, ça va y rester indéfiniment. On pourrait imaginer mettre une planète ici et là, aux positions d'équilibre stable. Elle y est, elle y reste. Sauf que, comme vous voyez sur ce dessin, E1, E2, L4, le triangle formé par les 2 étoiles et par la position L4 ou par la position L5 est un triangle équilatéral. On peut démontrer que c'est un triangle équilatéral. Depuis une planète à cet endroit, on voit toujours les 2 soleils séparés de 60 degrés dans le ciel, et pas de quelques degrés comme on l'a vu sur l'image. Donc on ne peut pas être à cet endroit-là. Incidemment, dans le cas de la Terre, d'abord, dans le cas de Jupiter, les points L4 et L5 sont occupés par ce qu'on appelle les satellites troyens. Il y a toute une flopée de petits satellites de Jupiter qui tournent avec Jupiter autour du Soleil et qui tournent en restant dans une position stable autour des points L4 et des points L5. La Terre elle-même a un second satellite naturel qui n'était pas là il y a 1 million d'années et qui ne sera plus là dans 1 million d'années. Je ne sais plus l'échelle de temps, mais c'est même pas 1 million d'années, c'est quelques dizaines de milliers d'années, qui s'appelle Kruitn, je ne sais pas comment ça se prononce, C-R-U-I-T-H-N-E, et dont l'orbite fait quelque chose comme ça. Il fait un tour autour de L5, autour de L4, et ça recommence. Il se déplace avec la Terre dans son orbite autour du Soleil. Donc ces choses-là, il y a des choses qui se passent très intéressantes autour des points L4 et L5. Et puis il y a même des sondes, le satellite SOHO par exemple, il est ici, au point L1. Ce n'est pas un point d'équilibre stable, mais il y a des petits moteurs qui le remettent en position régulièrement. L'avantage d'être là, c'est que le Soleil il est toujours en face. Et comme SOHO, c'est un satellite qui observe le Soleil, c'est un bon endroit pour observer le Soleil. Le satellite MAP, il est ici. Pourquoi il est ici? Parce que lui, il regarde le ciel, le fond diffus cosmologique, il a toujours le Soleil dans le dos. Extrêmement pratique. On ne veut pas que le Soleil perturbe les observations qu'on est en train de faire. Donc ces points-là sont utilisés pour mettre des engins spatiaux, des engins d'investigation scientifique. Le mieux, parce qu'on peut se convaincre assez aisément que les orbites qui sont entre les 2 étoiles sont pour certaines instables et pour les autres pas très agréables, essentiellement pour leur non-stabilité, il faut que Tatooine fasse une orbite autour des 2 étoiles en même temps, que son orbite soit d'une certaine façon une sorte de grand cercle ou de grande ellipse autour des 2 étoiles. Alors, la solution que je propose, c'est qu'elle enveloppe les 2 avec une distance qui serait de l'ordre de 1,3 unités astronomiques, un peu plus loin que la Terre née du Soleil. Et à cette distance-là, si les 2 soleils sont des soleils comme ceux de la Terre, on peut parfaitement, à cette distance-là, d'abord avoir les 2 étoiles proches l'une de l'autre dans le ciel, angulairement proches. Le flux lumineux, c'est à peu près 10% du flux lumineux terrestre. Et l'année de Tatooine, c'est à peu près 1 an, un peu plus d'1 an. Ça explique d'ailleurs qu'il fasse si chaud sur Tatooine. S'il y a 10% de lumière en plus qui arrive, il fait plus chaud sur Tatooine, et ça explique pourquoi c'est une planète désertique, en tout cas que les conditions sont beaucoup plus chaudes et beaucoup plus rudes que sur la Terre.
Il y a évidemment d'intéressants effets de marée sur Tatooine, puisqu'il y a 2 étoiles. Elle n'a pas de satellite, en tout cas on n'en parle pas dans les films, il n'y a pas de satellite. Il y aura d'intéressants, même de très intéressants effets de marée. Alors non pas des marées liquides, Tatooine n'a pas d'océan, très probablement, s'il y fait si chaud, mais de marées continentales. Il faut savoir que sur la Terre, les marées liquides ont une contrepartie continentale. Quand la marée est haute à Brest, la croûte terrestre sous Brest se soulève de 30 cm en même temps. 30 cm, d'accord, c'est quelque chose d'assez important. On ne se sent pas monter de haut et de bas, mais c'est important. Il y a un laboratoire belge qui est spécialisé dans cette affaire de marée continentale et qui fait des mesures très précises du soulèvement des continents au moment des marées ou de la Fessna. Alors évidemment, tout ça c'est bien joli. Il y a une faille, il y a toujours un problème. En physique, il y a toujours des problèmes. C'est pour ça que la physique existe toujours, existera encore pendant des centaines d'années. Regardez cette image et vous avez 1 minute, parce que je suis vraiment en retard pour trouver le problème. Voilà, vous êtes très fort. Il n'y a qu'une seule ombre. D'accord. Donc ça ne va pas. Donc ça ne va pas. On aurait pu imaginer qu'ils bricolent avec une palette graphique ou quelque chose qui rajoute une ombre. Enfin, ça aurait été compliqué. Il n'y a qu'une seule ombre au personnage. Donc on n'est pas sur Tatooine, sur cette image manifestement. Parce que Tatooine a 2 soleils, c'est bien connu. Voilà. Donc c'est la fin de ma présentation. Je suis désolé d'avoir dépassé de 18 minutes, mais je vous remercie de votre patience et de votre attention. Merci beaucoup. Merci Roland. Merci d'avoir dépassé 18 minutes, tellement c'était intéressant. Je suis content à écouter jusqu'à 2h du matin. Et place aux questions maintenant. Vous me laisserez simplement un petit peu de temps après, lorsque les questions seront terminées, pour vous faire une annonce ou deux avant de vous quitter cette année. Et donc je vous passe le micro et n'oubliez pas que tout est enregistré. Tout est enregistré. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Une petite question. Comment est-ce que vous faites tenir votre mini trou noir au milieu de la planète? Oui, bien sûr, il faut qu'il tienne. Ah oui, absolument. Oui, comment il tient? Eh bien, il tient de la même façon qu'on est capable de se protéger de son champ de gravité. Donc il y a quelque chose qui le tient. Alors, évidemment, encore un détail sur lequel il faudrait se plonger. Je n'ai pas d'idée là-dessus, évidemment. Il y a un autre point, par exemple. Parce que si vous le lâchez, il passe au travers, il bouffe oui, bien tout. sûr. Hein, c'est ça mais il passe au travers. Disons que non, s'il est exactement au centre, ben, il va se déplacer. C'est plutôt l'étoile de la mort va suivre. Si vous poussez le trou noir, l'étoile de la mort va le suivre. Elle va tirer par son déplacement. Donc en fait, pour se déplacer, il faut pousser ce trou noir. Mettre un trou noir, le manipuler, vous imaginez ce que ça peut vouloir dire techniquement. Hein, bon, on est dans le jeu numérique. Là-dedans, bien sûr, on est dans le jeu numérique. Là, après, parfois, on essaie de rendre les choses pas moins ludiques, mais de rentrer pendant le détail. Et puis, il y a des fois, c'est tellement en dehors du champ de notre compréhension. Oui, il y a une chose aussi qu'on peut remarquer. Par exemple, quand le turbolaser envoie son faisceau d'énergie vers une planète, si vous faites ça avec une mitrailleuse, vous reculez. Elle recule, ça on le sait bien. Et la lumière aussi. La lumière, elle a aussi une quantité de mouvement. Donc quand l'étoile de la mort, elle fait ça, elle doit reculer à cause du fait qu'elle envoie de la lumière vers l'avant. Si ça ne se fait pas quand vous prenez une lampe de poche et vous allumez la lampe de poche, vous ne reculez pas d'un coup en arrière. Hein. Bon. Évidemment, parce que la quantité de mouvement transportée par la lumière est extrêmement faible. Extrêmement faible. Mais là, on a une énergie qui est gigantesque. Et la quantité de mouvement, quand on fait le calcul, l'étoile de la mort, bam, elle recule, mais pas un peu. C'est-à-dire elle doit quitter l'orbite qu'elle avait autour d'Endor, si vous voulez, quand elle tire ce faisceau laser. Donc il y a aussi des effets comme ça. Elle doit rester en orbite, je sais comment, bien qu'elle tire un faisceau lumineux très intense vers l'avant. Est-ce qu'il y a une question par ici? C'est pour économiser un peu d'énergie. Oui, il faut économiser l'énergie. Il y a déjà une matière relativiste sur un petit trou noir comme ça ou pas? Il y a déjà des jets de matière relativiste sur un petit trou noir comme ça? Je ne sais pas. Là, c'est un trou noir en plus qu'on appelle nu, avec rien autour, enfin, la structure d'étoile de la mort, mais rien autour. On pense que les trous noirs nus, les singularités nues, comme on appelle, il y a des théorèmes de relativité générale qui disent que ça n'existe pas. Il y a une terme de protection qui dit qu'on ne peut pas les observer, il ne peut pas y en avoir, pour des raisons physiques complexes que je ne connais mal. En tout cas, on doit toujours voir qu'il y a toujours quelque chose autour d'un trou noir. On ne peut pas le voir tout seul comme ça au milieu de rien, avec pas de matière, pas d'accrétion, avec rien du tout. Donc même l'idée d'un trou noir qu'on puisse poser comme ça, c'est encore une idée très idéalisée, pour dire le moins. Vous parliez d'un champ gravitationnel inversé, mais entre la Terre et la Lune, comme sur tout le système solaire. Il y en a besoin aussi pour éviter que tous s'entassent les uns avec les autres. Ah ben regardez, la Lune, elle tombe pas sur la Terre. Oui, parce qu'il y a un champ gravitationnel inversé. Ah ben non, ah non, la Lune ne tombe pas sur la Terre, ou plus exactement, si, la Lune tombe en permanence sur la Terre,
Mais si elle n'en touche pas le sol, c'est parce qu'elle se déplace. C'est parce qu'elle est rapide. Et en fait, pour voler, c'est extrêmement simple. Vous vous jetez vers le sol et vous le ratez. Vous allez me dire, c'est pas facile. Bon, d'accord. Mais vous ne faites pas ça au niveau de la mer, évidemment. Vous faites ça dans l'espace. Vous vous jetez vers la Terre en la ratant. Vous acquérez une vitesse, qui va être votre vitesse orbitale, et cette vitesse fait que, entre le fait que vous allez être tiré vers la Terre d'une part, donc vous allez vouloir vous déplacer vers la Terre, et que d'autre part, votre mouvement sans force extérieure, c'était tout droit en suivant votre vitesse initiale, vous allez suivre une courbe fermée, qui va être une forme elliptique, qui va vous faire tourner autour de la Terre. Donc, pour voler, il faut tomber par terre en ratant le sol, et c'est exactement ce que fait la Lune en permanence. Donc, il n'y a rien, la Lune, elle ne tient pas en l'air toute seule, elle tombe en permanence sur la Terre. C'est d'ailleurs ça l'image de Newton et de sa pomme, c'est de constater qu'une pomme qui tombe, c'est similaire à la Lune, parce que la Lune tombe aussi. Elle n'est pas accrochée et elle ne tombe pas. La Lune tombe aussi. C'est ça l'analogie pomme-lune. C'est que les deux tombent tout le temps. Sauf que la pomme, à un moment donné, elle s'arrête parce qu'elle rencontre la Terre. Et que la Lune, elle rate la Terre en permanence. Voilà. Donc l'expérience est difficile à tenter quand même. Dans le guide du routard galactique, pour ceux qui connaissent, il y a une expérience comme ça. Pour voler, c'est exactement ça qu'il propose. Pour voler, tomber vers le sol en ratant le sol et en étant convaincu qu'il va se passer quelque chose d'agréable. Parce que si ça rate, c'est parce que vous n'êtes pas convaincu que ça va marcher. C'est ça en fait le point. D'autres questions? Allez, il faut réfléchir, hein, la physique, c'est pas facile. C'est pas de question, c'est que tout est si clair ou si complexe que... Attendez. J'ai une autre question sur le générateur de l'étoile de la mort. Oui. Le fragment, quand la benne à ordures se vide, oui. qui va tomber dans le trou noir, il va, juste avant de passer l'horizon, il va émettre une quantité terrible de rayonnement aussi. Oui. Il faut s'en protéger aussi. Oui, il faut s'en protéger, oui. Bonne remarque, excellent. Oui, bien sûr. Il va tomber, il va être accéléré vers le trou noir. S'il est accéléré très intensément, s'il atteint des vitesses très importantes, il va émettre un rayonnement de haute énergie. Absolument. Et il faut s'en protéger aussi. Il faut se protéger de beaucoup de choses. Donc le coup du trou noir au centre, c'est pas le bon. Mais du coup, on ne sait pas de quoi ça fonctionne, cette étoile de la mort. On a beau dire. C'est la force. Est-ce que vous avez soumis vos hypothèses et vos calculs aux auteurs du film? Non. Non, je ne leur ai pas envoyé ça, non. Non, mais on voit, il y a des dossiers techniques, par exemple, il y a dans toutes les, on appelle les séquelles de ces films, le business qu'on fait autour d'un film, il y a des petits livres qui sont, par exemple, les dossiers techniques de l'étoile de la mort, qui vous expliquent tout, comment ça fonctionne, etc. Donc, je ne me suis pas servi de ce genre de choses-là pour travailler, d'abord parce que c'est purement de l'imagination, c'est pour vendre du papier, on va dire, pour faire les choses brutalement. Mais dedans, il propose une taille, il propose que l'étoile de la mort fasse, je crois, 160, 180 km de diamètre. Je m'inscris en faux contre cette réponse. Ça, c'est pas possible, c'est plus que 400 km, je pense. C'est grand, c'est beaucoup plus grand que ça. Mais bon, il raconte plein de choses sur la façon dont ça fonctionne. Mais après, il y a le proto-ioniseur avec le phaseur intégré qui vous génère le métachamp de trou-fignoleur cuboïdal et qui fait que ça marche. Mais bon, vous êtes convaincu comme moi que c'est pas ça la vraie réponse. La vérité est ailleurs, comme savent ceux qui suivent les X-Files. Donc du coup, voilà, l'idée, c'est d'essayer d'utiliser notre physique, parce que mon idée à moi, c'est de parler de physique, notre vrai monde, à travers ce monde imaginaire, parce que, évidemment, pour l'essentiel, c'est un monde complètement imaginaire. Il n'a même pas essayé d'être rendu cohérent par ses créateurs. Alors, regardez les deux soleils et une seule ombre. Bon, je conçois que c'est, du point de vue technique, peut-être un peu difficile de rendre les choses cohérentes, mais néanmoins, ce n'est qu'un jeu. En fait, pour parler à travers ces mondes imaginaires, il faut parler de nous, de notre monde. C'est ça le point, évidemment. L'image est impossible, hein, selon tes calculs, parce que si tu places les deux étoiles, compte tenu de leur distance angulaire, Oui. on peut calculer, puisqu'on connaît la distance angulaire, on connaît leur taille, c'est ces deux soleils, on peut calculer à quelle distance, selon l'image, on se trouve, et ça ne marche pas. Ça ne doit pas donner les mêmes résultats que ce que tu as estimé. Si, tu peux avoir ça parce que tu as 50 millions à... Si, j'avais vérifié ça. Peut-être que je me suis trompé. J'ai l'impression que c'est trop près. Non, mais ça doit le faire. J'avais pris un truc qui était plausible, où les 2 degrés ou les 3 degrés qu'on semble observer de séparation angulaire étaient honorablement observables. Ça veut dire incidemment que les soleils sont toujours à peu près ensemble dans le ciel. Hein. Ils peuvent être l'un derrière l'autre, mais on les voit toujours séparés quelques degrés dans le ciel. Donc ils se couchent, ils se lèvent quasiment en même temps. Il y a une nuit sur Tatooine. Il peut faire nuit. Hein?
Oh ben, j'ai pas calculé après les orbites. Après, on peut regarder effectivement la période orbitale parce qu'on connaît leur masse. Si on estime leur distance, admettons 50 millions de kilomètres, on peut calculer tout ça, évidemment, très bien. J'ai pas fait ce calcul-là. Est-ce que la puissance de la lumière d'un des soleils n'est pas plus importante et mange l'ombre donnée par le deuxième? Alors, il pourrait y avoir ça aussi, effectivement. Quand il y a deux sources lumineuses, une ombre peut être mangée par l'autre. En fait, l'ombre qu'on voit là, c'est une ombre très noire, une ombre d'une seule source intense, comme il y a sur Terre, bien sûr. S'il y avait deux sources intenses comme le Soleil, si elles sont assez proches l'une de l'autre, il restera quand même une petite zone d'ombre près de, je pense, près de vos pieds. Il y a certainement les deux ombres qui seront des pénombres, voire pas du tout observables, dans les parties les plus externes. Hein. Mais je pense qu'il est assez raisonnable de penser qu'on aura une petite zone d'ombre dans la partie la plus proche des jambes et des mollets. Oui, il doit y avoir des températures voisines, voilà. Donc, il y a pas. Oui, s'il aurait pu y avoir un soleil bleu et un soleil vert, alors ça aurait été super, avec des ondes de couleurs différentes. Alors, ça me fait penser à une petite anecdote, une bande dessinée que j'avais utilisée l'année dernière et que j'ai envoyée à mes amis au jour de l'an. Que j'avais trouvé remarquable. C'était une explication du paradoxe d'Olbers, tout à fait extraordinaire. Alors, bon, c'est une série d'images, toujours difficile de raconter les images, mais ceux qui sont intéressés, je pourrais vous envoyer l'email, par email, le message. Alors, on voit d'abord deux personnages. L'un explique, mais pourquoi la nuit est noire? L'autre lui dit, bah, c'est facile, lorsqu'il y a un soleil, une ombre. Et puis sur l'image d'après, on voit les mêmes personnages. Il dit, tu vois, il y a la lune, là. Je crois que c'est ça, c'est la lune, oui. Le soleil, la lune. Il dit, oui, tu vois, deux sources lumineuses, deux ombres. Et la nuit, bien, plein de l'étoile, donc que de l'ombre. C'était l'explication de la nuit noire. Oui, c'est super, c'est pas mal. C'est joli. Oui. C'est pas mal. Bon voilà, enfin, tout ceci n'est qu'un jeu, bien sûr. On peut faire ça, d'ailleurs, j'ai peut-être un transparent juste derrière. Ah bah oui, il est là. Un transparent derrière, où on peut faire ça, bien sûr, avec tout un tas de choses. Spider-Man, tous les films de science-fiction qu'on puisse imaginer. Moi, je me suis livré aussi à des triturages scientifiques d'œuvres imaginaires sur les œuvres de Tintin, avec mon collègue Robert Moscovitch, qui est ici, à l'Association Scientifique de Paris. Et puis sur Superman aussi, il y a des choses rigolotes à dire sur Superman. Donc bref, ce jeu-là est amusant parce que il est amusant surtout quand il donne des réponses, parce que bien sûr parfois il n'y a pas de cohérence, on n'en trouve pas toujours. Dans Tintin, on trouve des choses incroyables qui sont, à mon avis, malgré Hergé, cohérentes. Et pareil dans Star Wars ou dans Superman, on trouve des choses qui sont malgré les auteurs, en dépit des auteurs même, cohérentes. Donc c'est amusant. Donc du coup, celles-ci valent pour être montées, mais il y a des choses qui sont sinon très incohérentes. Il y a des films, par exemple, il y a un film qui s'appelle Fusion the Core, que je vous déconseille vivement, que j'ai vu pour des raisons professionnelles, on va dire, qui est très mauvais, et qui est très mauvais à tout point de vue. Non seulement le film n'est pas bon, mais en plus, scientifiquement, l'histoire est pire que catastrophique. C'est-à-dire Star Wars, en comparaison, c'est un parangon de classicisme de la physique. Donc, il peut y avoir un peu à boire et à manger, mais en tout cas, c'est une œuvre, c'est assez intéressant. Et surtout, une chose qui est amusante, c'est que, finalement, comme je disais tout à l'heure, ce travail d'études, enfin de commentaires, on va dire, de ces œuvres d'imaginaire, de bande dessinée, de films, d'œuvres littéraires, il s'apparente à la démarche de la recherche, finalement. Hein. On a un monde a priori, on essaie d'en savoir plus que ce qu'on nous en dit explicitement. Donc, ce que je dis, c'est tout à fait la démarche de la recherche, voire de la démarche de l'astrophysicien. Et il y a une chose qui se compare ensuite tout à fait avec la recherche, c'est que les chercheurs, pourquoi ils cherchent? Pas pour le plaisir de chercher, parce qu'ils ont envie de trouver. Évidemment, tout chercheur a envie de trouver, évidemment. Chercheur qui cherche, on en trouve, chercheur qui trouve, on en cherche. Mais néanmoins, tout chercheur a envie de trouver, et il a envie de trouver, et quand on trouve quelque chose, même un petit quelque chose, j'entends par petit, quelque chose qui intéresse un cercle d'initiés, de spécialistes, et qui ne franchira pas les limites de ce cercle. Mais quand on trouve ce truc-là, il vient un moment donné, quand on comprend cette chose, on est le seul au monde à savoir cette chose. Le premier depuis la nuit des temps, et le seul au monde à savoir ça. Ça procure un plaisir intellectuel extrêmement intense. Eh bien, quand on fait ça sur des choses aussi, alors quand c'est la science, on dit c'est la science en construction, c'est normal. C'est la science avec un grand S. Quand on fait ça sur Tintin, quand on fait ça sur Star Wars, on a exactement le même plaisir. On se dit, maintenant, il n'y a que moi qui sais comment ça fonctionne l'étoile de la mort, et puis c'est tout. Voilà. Et donc, on a exactement le même plaisir, même sur des choses qui sont très vulgaires, entre guillemets, enfin qui sont très simples, et pas du tout scientifiques pour dire la vérité. On a le même plaisir de la découverte, qui est valable en fait pas qu'en science. Dès qu'on découvre un truc et qu'on a compris quelque chose, on est content. Et donc ce message-là, c'est aussi un message qu'on peut faire passer, c'est la découverte, c'est intéressant. Si vous êtes là, j'ai convaincu, mais la découverte, c'est intéressant, et le plaisir de découvrir et d'être à un moment donné, même si on est le deuxième à comprendre, c'est pas grave. Pour nous, on est toujours le premier, et on a toujours le même plaisir à comprendre les choses. Donc c'est en ce sens-là que j'ai fait ce travail,
par goût de la science-fiction, par goût de la physique, et parce que finalement, je trouve plus de choses dans la science-fiction, malgré mes efforts patentés, qu'en science. Bon, pas pour dire que je suis un mauvais chercheur, enfin, c'est difficile la science, la vraie science, c'est difficile. Star Wars, en comparaison, c'est vraiment facile. Voilà. Bien, merci Roland. Merci pour cette note de modestie et d'optimisme. On se retrouve vraiment là-dedans. Je veux dire, on se retrouve vraiment là-dedans, à la fois dans la modestie et aussi dans l'optimisme, parce que c'est vrai que la recherche, c'est ce qui nous... Et la découverte, c'est ce qui nous motive vraiment. Voilà. Et donc, il me reste à vous dire merci, et merci pour votre gentillesse, pour votre fidélité. Je vous souhaite de belles fêtes et rendez-vous l'année prochaine, donc le 4 janvier. Au revoir.